Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence à ce conseil de quartier renouvelé, puisque, comme vous le savez sans doute, nous avons procédé au renouvellement des conseils de quartier, dans la mesure où j'ai souhaité qu'il y ait 2 conseils de quartier par mandature, 2 fois 3 ans, de façon à permettre à 2 fois plus d'habitants d'y participer, ce qui fait que les conseils de quartier qui ont été désignés au début de la mandature en 2020 ont travaillé jusqu'à maintenant, jusqu'en 2023, puisque la fin de la mandature est 2026, et qu'il y a un tirage au sort auquel il a été procédé il y a quelques semaines et qui nous amène à avoir un nouveau conseil de quartier, tout beau, tout neuf, que vous voyez devant vous, mesdames, messieurs, qui vont se présenter dans un instant. Mais dans un premier temps... Vous adjoints, d'accord. Donc dans un premier temps, je voudrais dire quand même un certain nombre d'observations sur ces conseils de quartier, notamment pour les nouveaux membres, puisqu'il s'agit de les installer. C'est exactement le 17 octobre dernier que ces conseillers de quartier ont été renouvelés dans les collèges habitants et associations, par tirage au sort, sous contrôle d'huissier, après que, bien sûr, les candidatures aient été présentées. J'en profite d'ailleurs pour féliciter votre nouveau président, Philippe Vincent, qui, lui, a été dans un premier temps tiré au sort dans le collège habitant et dans un deuxième temps élu par le conseil de quartier comme président de ce conseil, élu par ses pairs pour les 3 ans à venir. Nous avions lancé un appel à candidature, pour être parfaitement transparent, le 5 juillet, ce qui a laissé quand même aux candidats le temps de se dévoiler, pour permettre aussi aux habitants, mais aux associations également, de se porter candidat. Avec un certain succès d'ailleurs, puisque nous avons enregistré 621 candidatures d'habitants et de 52 associations également, ce qui témoigne effectivement d'un intérêt indéniable, constant pour les conseils de quartier. J'en profite bien sûr pour saluer le travail qui a été accompli par les 240 conseillers de quartier de cet arrondissement au cours des 3 années précédentes. Peut-être certains sont encore présents, peut-être encore tirés au sort ou sont présents dans la salle. Et je voudrais bien sûr saluer aussi les habitants et les responsables associatifs qui siègent pour la première fois, tirés au sort mi-octobre, ainsi que les élus désignés à la proportionnelle et les personnalités qualifiées, parce qu'il y a 2 collèges tirés au sort, habitants et associations, et 2 collèges désignés, si je peux dire, qui sont les élus à la proportionnelle des groupes, de façon à ce que toutes les formations politiques représentées au conseil d'arrondissement soient représentées, et également des personnalités qualifiées que je désigne en fonction de l'importance qu'ils peuvent revêtir dans le quartier. Donc ça veut dire que tout ceci nous amène à avoir un conseil de quartier composé de 24 membres titulaires, 12 habitants titulaires auxquels s'ajoutent 12 suppléants, parce que la règle est très stricte, je le redis d'ailleurs aux titulaires. 3 absences équivalent à une radiation automatique. À partir du moment où on se porte candidat pour représenter ses concitoyens, bien sûr, et pour travailler dans l'intérêt qui est général, bien sûr, il faut être présent. D'autant plus qu'il n'y a que 3 conseils de quartier par an, ce n'est pas un effort insurmontable. 4 représentants d'associations, 4 personnes qualifiées, 4 élus. Tout le monde se présentera dans un instant. Et puis nous sommes également, je le précise parce que ce n'est pas négligeable, le seul arrondissement qui tient à filmer toutes les séances des conseils de quartier. Donc toutes les séances plénières, en tout cas, sont diffusées sur notre site internet le lendemain, je crois, de la réunion du conseil. Comme je le disais, le conseil se réunit 3 fois par an, en réunion publique, donc ouverte à la population, avec pour objectif, bien sûr, le dialogue, serein, paisible, comme il convient de le faire surtout dans ces conseils. Et puis, ça permet, oui, de discuter, de débattre avec les habitants, les élus, les services municipaux, tous les acteurs du quartier, les aménageurs locaux, et de favoriser surtout l'information des riverains
sur les projets qui les concernent et les évolutions de leur quartier. Alors, il faut savoir qu'en amont de chaque réunion, de chaque séance plénière, comme celle d'aujourd'hui, les titulaires du conseil de quartier se réunissent en séance préalable, dans le cadre de réunions préparatoires, afin d'échanger bien sûr autour de l'actualité du quartier et de définir surtout les sujets qui seront choisis pour la séance plénière, ce qui veut dire que le conseil de quartier est maître de son ordre du jour. J'ai souhaité aussi que, alors qu'au début des mandats précédents, c'est les adjoints au maire de quartier qui présidaient les séances, ainsi ici ils se mêlent, eh bien, ils vont succéder des habitants. Donc c'est maintenant un habitant élu, comme je le disais dans le collège, habitant, qui préside le conseil de quartier dans chacun des 10 conseils de quartier de l'arrondissement. Bien sûr que les conseillers de quartier, en dehors des séances préparatoires, des séances plénières, ont aussi d'autres tâches, normalement, notamment des actions de terrain. Alors, ça peut être des démarches exploratoires, des réunions en présence, bien sûr, des adjoints compétents et des services techniques, notamment en charge de l'aménagement de l'espace public, puisque c'est quand même les sujets les plus importants, la voirie, la propreté, la sécurité, l'urbanisme, etc., afin d'identifier, c'est notre objectif commun, les points d'amélioration et de faire remonter aussi les problématiques locales. Nous avons également une autre forme de démocratie participative qui vous concerne également. Il y en a bien d'autres dans le 15e et à Paris, mais c'est le budget participatif que vous connaissez sans doute pour un certain nombre d'entre vous. La mairie de Paris a mis en place cette procédure de participation des habitants à la définition du budget de la ville, en 2014 à l'échelon parisien et en 2015 dans les arrondissements. Si je vous dis ça, c'est parce que le budget participatif a constitué pour les conseils de quartier une opportunité pour réaliser des projets d'investissement d'ampleur, puisque les habitants peuvent proposer des projets dans le cadre de ce budget participatif qui sont ensuite votés par les habitants. Il y a une phase de définition préalable de ces projets. Ensuite, ils sont soumis au vote des habitants, vote Internet, vote à l'urne, enfin toutes les formes de vote possibles. Et nous proposons une somme de près de 6,5 millions d'euros chaque année dans le cadre de ce budget participatif pour le 15e arrondissement. Donc il y a un budget de 6,5 millions d'euros qui se répartit entre les différents projets participatifs qui sont votés, bien sûr, enfin c'est ceux qui arrivent en tête, évidemment, qui l'emportent, par les habitants au mois d'octobre, à peu près, septembre-octobre. En dehors de ce budget important de 6,5 millions pour l'arrondissement, les conseils de quartier ont leur propre budget, 10 conseils de quartier, donc 10 budgets de fonctionnement, 10 budgets d'investissement. Alors c'est beaucoup plus modeste, évidemment, puisque le budget d'animation est de 3 306 € par an, ce qui est assez peu, mais il faut encore faut-il trouver des bonnes idées pour les utiliser, et d'un budget d'investissement qui, lui, est de 8 264 € par an, pour permettre de réaliser des petits aménagements locaux qui permettent des petites améliorations quotidiennes dans les quartiers. Ça peut être des petits travaux d'entretien de voirie, d'espaces verts, des créations de zones piétonnes ou pour moto, vélo, enfin des installations de jardinières, de ralentisseurs, espaces publics, de bancs, enfin voilà, des choses comme ça. Bien sûr, compte tenu de la modestie de ces enveloppes, pas toujours possible de réaliser les projets voulus par les habitants, mais dont le coût peut dépasser l'enveloppe annuelle. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, je complète cette enveloppe sur le budget du 15e arrondissement. Alors, il ne s'agit pas de dépasser, évidemment, de façon considérable, mais enfin, j'autorise un dépassement de façon à pouvoir permettre le financement de projets qui tiennent au cœur des habitants. Enfin, dernière information, voilà, c'est un certain nombre d'informations que je vais vous donner avant l'ouverture de l'ordre du jour, c'est que nous avons aussi une séance de formation des conseils de quartier. Alors ça, je m'adresse aux conseils de quartier plus particulièrement, qui est prévue et programmée le mardi 19 décembre à 19 h en mairie, où c'est ma direction générale des services qui procédera à cette formation qui vous permettra d'en savoir un peu plus, pas tout,
parce que c'est très compliqué, bien sûr, mais de savoir un peu comment fonctionne la ville de Paris, la mairie centrale, les mairies d'arrondissement, etc. Voilà ce que je peux vous dire en introduction de cette réunion, qui marque la première étape donc, de l'aventure de ces nouveaux conseils de quartier de la deuxième partie de la mandature. Maintenant, comme je l'ai dit, à partir du moment où le conseil est présidé par un habitant qui vient de prendre ses fonctions, ben c'est lui qui va gérer le reste de la réunion. Et voilà, donc je repasse le bébé. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre participation. Et sachez que, bien sûr, nous tenons le plus grand compte des propositions par des décisions des conseils de quartier, avec les moyens, bien sûr, dont nous disposons. Je vous remercie. Et la parole est donc à Monsieur Philippe Vincent, président du conseil de quartier du Plex La Motte-Piquet. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Je voudrais d'abord rapidement vous remercier tous de votre présence et bien sûr à monsieur le maire qui est donc très impliqué dans les conseils de quartier. C'est une preuve de son engagement ainsi que de tous les élus. Je voulais aussi vous remercier les membres titulaires du conseil de quartier, bien entendu, pour mon élection. Je vous remercie de votre présence aussi. Monsieur le maire, je voudrais juste dire deux petites choses sur le conseil de quartier actuel. La première, vous l'avez déjà évoquée, mais c'est que c'est un conseil de quartier de fin de mandature, fin de deuxième mandature. Donc nous allons profiter de votre expérience, bien entendu, ainsi que de tous les élus. Un petit détail, mais nous avons, je crois, 7 anciens conseillers de quartier sur l'ensemble des 24 conseillers de quartier actuellement. Donc nous allons aussi profiter de cette expérience. Voilà, bah, écoutez, je vais passer la parole à monsieur... Ah oui, on va faire un petit tour d'abord des... Alors, ce que je propose, c'est que chaque élu, personne qualifiée, ainsi que les conseillers de quartier, se présentent rapidement, voilà, avec leurs intérêts dans le quartier. Je vais peut-être commencer par monsieur Jacques-Henri Semel, qui est notre maire adjoint, qui est notre conseiller d'arrondissement dédié à notre quartier. Eh ben, bonsoir à tous, et je vais faire comme monsieur Vincent. Évidemment, d'abord remercier les anciens conseillers de quartier, dont certains sont là, aussi dans l'assistance pour leur investissement pendant 3 ans. Féliciter les nouveaux, féliciter monsieur Vincent, et puis vous dire que le conseil de quartier du Plex La Motte-Piquet a été très actif, je crois, au cours des 3 dernières années, en s'investissant sur des sujets vraiment important, notamment le sujet Tour Eiffel qui a été suivi pendant 3 ans et qui, je pense, vu l'actualité des dernières heures, sera encore à l'ordre du jour des prochains mois peut-être. En tout cas, je ne vais pas occuper la parole plus longtemps. Je m'occupe donc, comme le disait M. Vincent, du quartier du Plex, La Motte-Piquet, et puis du quartier contigu, qui est le quartier de Emorio-Zola, donc l'ensemble du front de Seine. Voilà. On va poursuivre avec mes collègues peut-être. Oui. Monsieur Pinet. Jean-Yves Pinet, donc adjoint chargé de l'espace public notamment. Moi, je suis invité ce soir de ce conseil de quartier. Bonsoir, Ségolène Fouché. Je suis donc conseillère d'arrondissement déléguée aux professions libérales, au commerce et à l'artisanat. Dans la vie privée, à côté de mon mandat, je suis avocat et je fais partie de ce conseil de quartier. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anne-Claire Tissandier. Je suis conseillère de Paris auprès du maire depuis ce mandat. Auparavant, j'étais son adjointe en charge des questions de handicap et de famille. J'habite dans le quartier. Je suis membre de ce conseil de quartier. Et par ailleurs, dans la vie professionnelle, je travaille à la région Île-de-France. Voilà. Alors, Laurent Racapé, je suis adjoint au maire du 15e en charge de la végétalisation, la biodiversité, la condition animale, le développement durable et l'environnement. Je ne suis pas titulaire dans ce quartier, je suis là en tant qu'invité pour vous parler du square Garibaldi. Et vu qu'on parle de nos activités extérieures, à côté de mon mandat d'adjoint, je suis commercial. Voilà. Oui, bonsoir, je suis Olivier Well, j'habite le quartier depuis 2 ans et j'ai assisté dans le passé à de nombreux conseils dans tout Paris. Voilà.
Bonsoir, Guy Frémont. Moi, j'habite le quartier depuis presque 30 ans. Et je suis donc ingénieur retraité. Et c'est ma première élection en tant que conseiller titulaire de ce quartier. Tirage au sort. C'est déjà pas mal, hein. Bonsoir, alors je suis Liliane Pérez, j'habite le quartier depuis 89, ça ne rajeunit pas. Je représente la paroisse Saint-Léon, alors je suis ancienne choriste et paroissienne à Saint-Léon. Et dans la vie professionnelle, je suis directrice de la communication. Bonsoir, je m'appelle Yolande Michet. Donc, j'ai été réélue pour un nouveau mandat de 3 ans et je serai très intéressée par ce qui s'était passé par mon dernier mandat et donc je voudrais continuer et achever ce qu'on avait commencé. Bonsoir, donc Richard Jean-Baptiste. Je suis dans le quartier depuis 5 ans, avenue de Suffren précisément. Auparavant, une trentaine d'années dans le Marais, très intéressé sur les problématiques locales dans le Marais, et puis désormais très intéressé par ces mêmes problématiques, des problématiques différentes, mais tout aussi intéressantes dans ce quartier. Voilà, donc très heureux d'avoir été tiré au sort. Leïla Kenas, présidente de l'association Besoin d'être, qui œuvre dans le quartier Duplex et Maude-Piquet depuis 2009, donc ça fait 14 ans. J'ai été tirée au sort depuis, ça va être la 5e année, la 5e fois. J'ai pas fait exprès. Hein. J'aurais gagné. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Marie-Hélène Louvard, j'habite le quartier depuis 30 ans maintenant, puisque ça a fait 30 ans au mois de juillet. Donc, une ancienne habitante, j'ai été tirée au sort pour la première mandature et je suis personnalité qualifiée au titre de mon investissement pour la protection du patrimoine bâti et paysager dans le quartier et les quartiers adjacents. À ce titre-là. Voilà, et je suis très heureuse de continuer le travail commencé, comme j'ai dit à Monsieur Semel, j'étais tout à fait d'accord pour rempiler. Voilà. Je m'appelle Michel Audierne, je suis dans le quartier depuis 28 ans. Je suis retraité et je suis le correspondant de l'association des Amis du Champ de Mars, dans laquelle je participe, bien sûr, et pour laquelle je suis particulièrement motivé. Voilà. Bonsoir. Je suis Christian Albero, président d'une association d'anciens combattants qui s'appelle la FNACA et qui a les bureaux en face le jardin. Et j'habite le quartier depuis 12 ans. Voilà. Bonsoir, je suis Claudia Pierron, franco-allemande, mariée avec un Français et 3 enfants. On habite dans les quartiers depuis 24 ans. Je suis ingénieure mécanique, mais j'ai décidé de rester à la maison à cause de notre fille handicapée, ce qui me permet de m'engager dans la résidence. Je suis présidente du conseil syndical et membre du conseil administratif de l'ASL Seine-Eifel. Je suis Marie-Claude Baudot, je siège là au nom du comité de défense de Beaugrenelle-Front-de-Seine-Charles-Michel. J'habite sur le front de Seine depuis 20 ans. J'ai siégé 2 fois 3 ans au conseil de quartier de Emerio-Zola. Mais comme on dit, il n'y a pas que Beaugrenelle et front de Seine. Donc j'ai proposé la candidature du comité pour siéger ici parce que nous avons maintenant, avec 2 actions que nous avions menées par rapport au centre Viala et par rapport au bureau de poste, fait pas mal d'adhérents dans le quartier et donc nous avons pensé que le comité avait sa place ici. Je suis retraité, j'ai été élu très longtemps. Jacques Mandorla, j'habite 15e depuis 40 ans. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur le premier mandat avec M. Semel, donc j'ai souhaité continuer. Plaisir sur 2 grands dossiers, l'allée aux Cygnes, sur l'île aux Cygnes, où il y a vraiment un travail de rénovation très intéressant. On a pris beaucoup de temps pour que ça démarre, mais maintenant, si vous y allez, vous allez voir, c'est déjà bien entamé. Il reste à finir les travaux d'ici fin mars. Et puis aussi, pour la défense des commerçants sur la fin de la rue de Saint-Charles, tout près de la rue Finlay,
où la ville de Paris voulait supprimer les parkings, ce qui embarrassait et mettait en difficulté les 13 commerces. Donc là, on a en tout cas obtenu gain de cause et j'espère que ça sera définitif. Bonsoir, Lenka Toras, tirée au sort dans le collège habitant. J'habite dans le quartier depuis l'année dernière, depuis juillet. Je suis diplomate slovaque en mission ici pour 4 ans. Je suis ravie d'être parmi vous et je suis intéressée par la propreté, sécurité et l'amélioration de la vie dans le quartier. Merci. Je suis Robert Cacou, j'habite le quartier depuis 22 ans. Je suis retraité mais actif encore dans le 15e. C'est-à-dire que je travaille dans le 15e du côté de Montparnasse et je suis intéressé par la vie de quartier et surtout les aménagements en voirie, les problèmes de propreté et également les projets plus généraux de la ville de Paris concernant certaines zones qui seront fermées avec certains droits aux habitants qui habiteront ces zones et qui seront probablement, qui poseront peut-être des problèmes pour les autres habitants qui n'auront pas les mêmes avantages. Donc c'est un problème de justice. Je pense qu'il va falloir en parler. Merci à tous. Donc je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole à Monsieur Pinet pour le premier sujet qui concerne les travaux de réseau et de voirie en 2024. Alors bonsoir à tous. L'idée était de vous faire une sorte de projection sur ce que vous allez vivre comme travaux dans ce quartier, dans ce périmètre, sur l'année 2024. J'ai regroupé, pour répondre à vos questions, les travaux Enedis, donc tout ce qui est réseau électrique, les travaux GRDF. On a aussi des travaux Haute-Paris, des travaux CPCU, et il y a une information aussi concernant la RATP, puisqu'un certain nombre de travaux concernant la station Duplex et Birakem auront lieu. Alors, je sais que pour ceux qui sont loin, même pour ceux qui sont près, c'est imbuvable. Voilà. Donc, juste quand vous regardez Garibaldi, etc., c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre effectivement de réseaux d'entretien et de changement, et notamment des réseaux haute tension qui vont avoir lieu. Les réseaux Enedis se trouvent 100% sur les trottoirs, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des réseaux sur le trottoir. Pour ceux qui les voient, généralement, ce sont des chantiers qui sont assez bien tenus. Je vais toujours mettre un conditionnel parce qu'on peut toujours avoir effectivement des surprises. Mais voilà, donc ça va s'étaler effectivement sur une partie de l'année 2024, sachant que cette année 2024 va être coupée en 3 parties. En gros, des travaux qui vont avoir lieu entre janvier et mars, à compter du 1er avril, normalement, sauf travaux d'urgence, plus aucun travaux ne pourra être fait sur les zones proches, notamment Champ de Mars, Tour Eiffel, enfin bref, donc une partie de votre quartier va être touchée. Tout ça jusqu'au mois d'octobre presque, sur la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a déjà, dans ce plan-là, sur le plan Enedis, ce sont des choses que je pourrais faire passer à vos conseillers de quartier éventuellement, et puis qu'on puisse discuter. On essaye de remettre ces cartes aussi sur le site de la mairie, mais très honnêtement, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas très intéressant en lecture. Donc voilà. Donc vous avez par exemple, si on prend le haut, j'ai pas de pointeur, mais si on prend le haut, on aura des travaux qui vont s'étaler jusqu'en 2025 sur un chantier donc, de l'artère, ce qu'ils appellent l'artère 472, qui est de la haute tension, puisque dans le sol, vous avez à la fois de la haute tension et de la basse tension étant ce qui arrive chez vous. Donc vous serez quand même impacté. Alors j'ai pas toutes les rues, je pourrais le dire, mais effectivement certaines artères risquent d'être assez encombrées sur les trottoirs. Donc voilà. Là, on va attaquer sur Haute-Paris. Haute-Paris, c'est assez limité puisqu'on sera surtout et principalement sur le chantier boulevard de Grenelle. Donc il y a un changement là, c'est le petit trait en violet. Donc effectivement, ça va partir sur le boulevard de Grenelle entre les rues Bartholdi
place des Martyrs Juifs, et c'est une rénovation des joints et renforcement des amarrages d'une conduite qui est située à 800 mm en égout. Donc l'avantage des chantiers de Paris, contrairement aux chantiers Enedis, il y a assez peu d'ouverture, ce sont surtout des puits, ils descendent et tout se fait en sous-sol. Votre réseau d'eau, les réseaux se font en sous-sol et les changements de réseau se font en sous-sol. Il y a assez peu de chances qu'on ouvre. Quand ils ouvrent, c'est qu'effectivement quelque chose a cassé et qu'effectivement on a des inondations. Et là, il faut ouvrir partout. Ça arrive assez peu, mais ça peut arriver de temps en temps. Et là, ça va s'étaler aussi entre 2024 et 2025, puisque cette année 2024 va être très particulière pour les travaux de voirie, puisqu'il y a effectivement un arrêt complet d'avril jusqu'à octobre. Donc, c'est pas simple. Donc, les programmations, effectivement, passent à la fois de 2024 à 2025 en ce qui concerne Haute-Paris, donc sur le boulevard de Grenelle. Mais là, vous ne verrez absolument rien. Peut-être effectivement juste l'emprise pour les cabanes de chantier, enfin ce qu'on appelle les bases-vie, mais sinon, tout est en sous-sol. Alors on passe maintenant à GRDF, continuité de GRDF. Donc là aussi, c'est sur les trottoirs. Vous avez été pas mal impacté ces derniers temps. GRDF a une obligation de changer tous les vieux réseaux pour les mettre aux normes et éviter effectivement quelques soucis pour l'année 2026. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en accélération. Là, vous voyez que aussi bien Frémicourt, Le Tellier, Fondary, on va avoir toute la fin des travaux parce qu'il y en a déjà eu beaucoup sur notamment l'artère Fondary. Mais voilà, là vous allez être effectivement aussi pas mal perturbé. Ça me permet de faire une petite aparté, puisque je parle de GRDF et je vous ai parlé d'Enedis. C'est vrai que souvent on me dit, mais pourquoi, et effectivement on peut se poser la question, pourquoi quand on ouvre, on ne peut pas changer le réseau électrique et le réseau gaz en même temps? Alors déjà, d'un point de vue de sécurité, mélanger le gaz et l'électricité, c'est pas bon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une question aussi d'abord aussi de programmation de réseau. Les réseaux ne sont pas... si vous voulez, abîmés au même moment, et Enedis ne va pas changer ses réseaux parce que GRDF a ouvert si le réseau est neuf. En plus, lorsqu'on travaille à l'intérieur, lorsqu'ils ouvrent et lorsqu'ils ferment, il y a une question de responsabilité des entreprises. Lorsque vous fermez, vous remettez du remblai, après il y a du béton et après il y a de l'asphalte. Et il est vrai que l'opération doit être faite à 100% par le concessionnaire, parce que s'il se passe quelque chose, on ira rechercher la responsabilité des entreprises prestataires de ce concessionnaire. Imaginez qu'on ouvre, tout le monde travaille dedans, qui est-ce qui remblait ? Mais si on prend une des entreprises qui remblait et qu'elle abîme le réseau de l'autre concessionnaire, qui porte la responsabilité? Vous connaissez notre beau pays, si on commence comme ça, dans 10 ans on y est encore et personne n'aura de responsabilité. Et c'est effectivement pour ça que parfois, malheureusement, vous ouvrez un endroit, ça se referme et quelques mois plus tard. Alors, sachez quand même qu'on essaye justement avec ces programmations qui arrivent annuellement de faire en sorte que les concessionnaires évitent 3 mois, 4 mois après, de rouvrir. Si la rue Fondary va être ouverte par GRDF, on va éviter de la réouvrir pour Enedis 3 mois ou 4 mois après. Sauf urgence, parce que par moment, il y a des claquements, effectivement. Il nous arrive des fois, des soirs, d'être appelés parce que 10 000 foyers peuvent être impactés. La dernière grosse coupure sur un câble qui a sauté, c'est 10 000 personnes. Et dans les 2 heures, Enedis a pu remettre le courant parce qu'il y a un maillage, une sorte de toile d'araignée sous le sol qui permet effectivement de refaire des basculements. Donc voilà pour les travaux GRDF, rue Fondary, rue Croix-Nivert, Le Tellier, Frémicourt et un petit bout de la place Cambronne. Alors j'en viens à ceux qui sont le plus problématiques en termes de chantier de voirie, parce qu'on sait quand est-ce qu'ils ouvrent, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils ferment, à savoir CPCU. CPCU, là aussi, il va y avoir un certain nombre de chantiers, 2 types de chantiers, à la fois juste des rénovations de vannes, donc là c'est assez restreint, et des changements de conduite. Là aussi, la problématique de CPCU, c'est un réseau vieillissant, mais qui est sursollicité, puisque depuis le dernier plan climatique, c'est-à-dire que tout immeuble qui maintenant se trouve à proximité d'une conduite CPCU, lorsqu'il veut changer sa chaudière collective, si elle est au gaz ou au fioul, doit se raccorder à CPCU. Donc effectivement, il change énormément de conduite, il y a beaucoup de raccordements d'immeubles, ce qu'ils appellent raccordement réseau. Et la problématique, le raccordement réseau, ça va encore, c'est assez rapide. Quand ils changent les conduites, on le voit actuellement sur la rue de Vouillé, la rue de la Convention, il devait terminer mi-octobre pour des travaux. On nous annonce maintenant mi-décembre pour la rue Saint-Charles, et on est en train de repousser vers le mois de mars pour la rue de la Convention. C'est extrêmement compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, il y a de l'amiante partout à Paris. Et quand il y a de l'amiante, eh bien, là aussi, il y a des surcoûts, et il y a effectivement des travaux qui traînent un petit peu plus longtemps parce qu'il faut désamianter.
L'autre chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de claquements, donc ça ouvre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises non plus qui sont capables de pouvoir travailler sur ce type de réseau. Il n'y en a pas 36, donc c'est vrai que lorsque vous avez 10 chantiers ouverts, vous n'avez pas forcément l'intégralité des personnels pour pouvoir travailler sur les 10 chantiers. Donc ils ouvrent et ça traîne. On essaye de les suivre au mieux et de faire en sorte que ça dure et que ce soit le moins impactant, parce que la problématique de ces PCU, contrairement à Enedis et GRDF, où, comme c'est sur les trottoirs, on supprime le stationnement et ça permet de faire les passages piétons-trottoirs, les grosses conduites CPCU sont en partie sur les voies de circulation et sur les trottoirs. Ce qui fait que c'est excessivement difficile de permettre à tout le monde à la fois de pouvoir continuer à circuler et d'avoir des cheminements piétons qu'on souhaite, en tout cas sur le 15e. La norme Paris, c'est 1,60 m, mais on essaye d'obtenir sur les chantiers d'avoir 2 mètres. 2 mètres, ça vous permet de passer à 2 sans vous toucher. Et quand il y a des mamans, notamment avec des poussettes ou des fauteuils roulants, ça passe quand même mieux. Voilà. Donc, c'est vrai que sur les chantiers CPCU, c'est souvent là que vous faites des remontées en tant que riverain. On essaye de les suivre au mieux. C'est pas simple, mais voilà. Donc vous en aurez effectivement sur la rue du Terrat, là aussi sur Frémicourt, sur le boulevard de Grenelle et sur la rue de la Fédération. Voilà très exactement ce que vous avez. Modernisation des ouvrages. Donc les plus compliqués vont être sur le boulevard de Grenelle, la rue Frémicourt et sur Théâtre Violet. En ce qui concerne la rue de Lourmel, Croix-Nivert et Fédération, on est plus sur des raccordements, donc là, ça devrait être beaucoup plus rapide. Enfin, pour les travaux, remplacement d'un escalier mécanique à la station Birakem, ligne 6. Cet escalier était vieillissant, il amenait aussi beaucoup de plaintes parce qu'il faisait beaucoup de bruit pour les riverains. Et donc effectivement, en plus présence de corrosion, donc ils vont remplacer cet escalier, ce qui veut dire aussi que ça impose des fermetures de la station avec mise en place, je crois, de bus de substitution, mais il faut que je revoie tout ça. Donc les travaux pourraient démarrer, là ils le disent, fin de Coupe du Monde de rugby, donc 29 octobre, et durer jusqu'au 4 février. Voilà, c'est en ce moment, hein, voilà. Est déjà fermé, voilà. Hop, et ça c'est leur programme, et donc jusqu'au mois de février, RATP tient bien ses délais. Parce que derrière, il y a effectivement un impact voyageur, et donc effectivement, sauf surprise, ils tiennent relativement bien leurs délais. Et puis, en ce qui concerne, il y a la correspondance aussi RERC à partir de Birakem qui ne sera pas desservie. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le. Et puis, ils font une communication. Alors là, la communication RATP est assez adaptée, mais parfois, il y a des loupés. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire remonter les loupés de communication. L'idée, c'est effectivement d'essayer de vous informer le plus possible de ces désagréments lorsqu'il y a des travaux. Et puis, normalement, il y avait, voilà, ça c'est l'habillage composite, et puis il y avait aussi des petits travaux de mémoire sur, ah bah non, ce sera duplex, ce sera pour un autre moment. En ce qui me concerne, j'ai terminé, je crois. Voilà, donc s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, mais sinon... Merci, Monsieur Pinet, pour votre présentation exhaustive. J'ai juste deux petites remarques et une question. La première remarque, c'est que je pense que il se trouve que je suis ingénieur de formation et sur les projets, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les études préalables. Parce qu'évidemment, les habitants sont gênés quand il y a des prolongations de délai sur les projets. Un petit point, c'est une idée que je présente, ce serait la création d'un agent de liaison, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse, lors d'un projet, remonter toutes les informations sur les désagréments que les chantiers posent. Par exemple, je pense à plusieurs choses. Alors, ça existe peut-être déjà, je ne sais pas. Mais bon, je pense que c'est important pour les habitants parce que quand vous avez un chantier, une ouverture, bon, évidemment, il y a des impondérables. Hein. Si vous trouvez une pirogue, ça va retarder le projet et tout le monde le comprend. Mais d'ailleurs. Oui. Ben oui, à Bercy. À Bercy. Non, mais même dans le 15e, on a trouvé des flèches qui datent... Voilà. Donc voilà. Non, mais ce qui serait intéressant, j'aimais l'idée simplement qu'il y ait une sorte d'agent de liaison, c'est-à-dire quelqu'un qui aille voir, alors non pas de la mairie directement, peut-être des habitants, pour remonter tous les problèmes de nuisances diverses
propreté, par exemple, quand on a des chantiers, on voit souvent des déchets. Donc j'ai vu qu'il y avait des endroits où ça existait. On ne peut pas le faire tous les jours, mais de manière hebdomadaire, par exemple, ce serait une idée qu'à la fois avec les entreprises, évidemment, les services de la mairie, il y ait une interaction. Je parle bien des nuisances pour les habitants. Voilà, c'est une idée que j'aimais. Donc j'ai bien noté aussi toutes les contraintes que vous avez. Donc je note qu'effectivement, ce n'est pas un travail facile. Voilà, peut-être une petite question sur les modèles informatiques que vous avez. Je ne sais pas si ça existe. Est-ce que vous avez des modélisations informatiques des différentes voiries? Je crois qu'on a 350 km de voiries dans notre quartier, plus? Moi, je ne sais pas. Bon, voilà, vous allez préciser tout ça. Mais voilà, c'est juste une question pour savoir où en est l'informatisation, entre guillemets, des différents travaux. Voilà. Alors, sur l'informatique et la modélisation, oui, ça existe aussi chez les concessionnaires, mais c'est vrai qu'on en est encore au bon vieux plan PDF et au bon vieux plan papier, parce que parfois c'est plus compréhensible. Sur ce qui est relais, alors, pour s'entendre sur les nuisances chantiers, il y a différents types de chantiers et différents types de nuisances. Quand vous parlez effectivement de prévoir au préalable, on essaye de prévoir au mieux, que ce soit dans les délais, que ce soit... Alors, les délais nous sont donnés par les concessionnaires et leurs entreprises de travaux publics. Il y a aussi l'ensemble des programmations des travaux. Quand il y a des retards, les retards sont dus à des choses qui ont été découvertes, autre que des flèches, mais il suffit qu'il y ait d'autres soucis et qu'on retrouve à ce moment-là, ou qu'il y ait une rupture de stock de matériaux. Ça a été le cas à un moment donné, où effectivement, ou des vols de câbles. Je rappelle que malheureusement, on est assujetti aussi à des vols de câbles parce que c'est du cuivre à l'intérieur, qu'il y a pas mal de choses. Donc, je dirais, sur la programmation travaux, on arrive relativement bien à connaître le type de nuisance qu'on va avoir. Toute la problématique, c'est effectivement les chantiers qui restent ouverts, où les gens vont amener, vous avez parlé de propreté, vont amener énormément de saleté, etc. Et puis, voilà, un chantier inactif amène forcément de la malpropreté, de la nuisance. Et effectivement, on ne comprend pas pourquoi c'est fermé. Alors, le pourquoi c'est ouvert et sans travail, c'est aussi que parfois, on ouvre trop et qu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour travailler sur l'ensemble. Quand vous avez un certain nombre de kilomètres ouverts, c'est vrai que c'est compliqué. Ces PCU, si ça traîne aussi longtemps, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est une difficulté pour eux de savoir, ils sont incapables de tenir leur délai parce qu'ils ouvrent pour un tronçon et finalement on retrouve des fuites derrière. Dans le quartier Pasteur, on a tout refait. Au moment où on refait tout, paf, ça pète et il faut tout réouvrir. Ils font passer des petits robots et là ils nous disent ah bah oui mais on a une autre section derrière et donc on se retrouve à deux sections ouvertes puis après une troisième et donc ça perdure et ils sont incapables effectivement de pouvoir savoir ce qu'il en est parce qu'il n'y a pas de robot observant le réseau en permanence. C'est au moment où ils ouvrent et qu'ils coupent, c'est de la vapeur à 70 degrés, c'est très très compliqué. Voilà. Après sur les autres programmations et les autres chantiers, ceux dont je n'ai pas parlé, c'est les chantiers d'immeubles, les rénovations, les échafaudages, tout ça aussi on essaye d'y veiller mais voilà. Et alors pour juste information, le 15e, c'est 150 km de voies de circulation, 300 km de trottoirs. Et pour la petite information, la mairie centrale nous alloue un budget d'1 400 000 par an, hein, c'est pas grand-chose, pour l'entretien. Attends, je voudrais juste... Ah oui, non, j'ai un micro. Alors, juste pour apporter un complément d'information, sachez que chaque année, nous recevons tous les opérateurs de travaux, hein, que ce soit le gaz, l'électricité, la CPCU, etc., dans une réunion avec les adjoints concernés, de façon à programmer tous les travaux de l'année. Il peut y avoir des impondérables, notamment des travaux d'urgence, évidemment, qui sont par définition imprévisibles. Enfin, il y a une programmation. Après, la difficulté, c'est la communication dans les secteurs concernés. C'est là que souvent ça pêche. Alors nous essayons... Nous n'avons pas de budget communication en mairie, hein, donc on essaye de faire avec nos moyens, la newsletter notamment, hein, qui est diffusée comme à 70 000 exemplaires, d'informer les citoyens des différents travaux, mais c'est très difficile de faire une information ponctuelle. Il fut un temps,
il y a bien longtemps où la voirie informait personnellement chaque habitant dans chaque immeuble concerné par des travaux. Maintenant, ils n'ont plus les moyens de faire ça, donc ça ne se fait plus. C'est un sujet, puisque la communication donc, est très insuffisante. Deuxièmement, pour répondre précisément à une proposition qui est une très bonne proposition, un certain nombre de conseils de quartier, notamment où il y a des référents, notamment un référent sécurité, je crois que c'était le cas dans ce conseil de quartier, l'adjoint va le confirmer ou pas, mais il peut y avoir aussi, et il y en a un dans ce nombre de quartier, un référent propreté. C'est-à-dire que parmi les conseillers de quartier, s'il y a des volontaires, sa mission, c'est de regarder les chantiers, puis ensuite, bon, voilà, d'essayer de nous alerter, parce qu'on n'a pas l'œil rivé sur tous les chantiers. Il faut savoir que quand un chantier est en cours, bon, ça prend un certain temps, c'est très difficile de savoir quand c'est fini, même s'il y a des programmations. Mais après, pour que le chantier soit complètement, enfin que les travaux soient terminés, l'asphalte reposé, etc., il y a souvent des délais excessifs. Or, tous ces opérateurs sont astreints à respecter un certain nombre de délais qui ne doivent pas être dépassés sous peine d'amende. Donc là, c'est intéressant qu'il y ait un référent qui puisse dire, un référent chantier, par exemple, un référent chantier, comme il y a des référents propreté ou sécurité, un référent chantier qui puisse voir que ce chantier est toujours ouvert depuis 6 mois, alors qu'il ne se passe plus rien. C'est tout à fait judicieux. Enfin, bonne idée. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions 3 par 3 pour qu'il y ait 3 questions, les réponses, 3 questions, les réponses. Moi, je voudrais d'abord dire que la maire de Paris a désigné un coordinateur des travaux sur Paris qui est censé mettre un peu d'ordre dans l'anarchie des travaux qui ont lieu à Paris. C'est pas si efficace. J'en profite pour dire que nous avons aussi, dans mon équipe municipale, un élu, Franck Lefebvre, qui est chargé de la coordination aussi des chantiers. Ça n'empêche pas qu'on est souvent un peu surpris par un certain nombre de chantiers. Et puis là, je voulais savoir si vous avez des informations sur la construction du consulat de Cuba est-ce que ça va impacter la rue de Presles? Alors, c'est pas au programme, enfin de l'ordre du jour. Hein. Bon, je ne veux pas déclarer la guerre à Cuba, c'est pas dans mon intention. Ils n'ont pas assez de place. Mais c'est un peu ça quand même. J'ai reçu à de multiples reprises depuis des années l'ambassadeur de Cuba, qui effectivement en tout cas Cuba veut faire une grosse opération d'urbanisme sur son site. Parce que c'est un peu minable et aller au prison actuellement. Oui, non, mais ok, ils ont un grand terrain qui pour le moment n'est pas totalement construit et ils veulent, pour reconstruire leur ambassade, c'est l'ambassade, pour reconstruire leur ambassade, qui est effectivement assez petite et dans un piètre état pour reconstruire quelque chose de plus prestigieux, vendre une parcelle à côté à un promoteur immobilier de façon à payer leur immeuble. J'y suis hostile, je le dis franchement. J'ai donné un avis négatif parce que c'est une opération d'urbanisme très lourde qui va impacter énormément les immeubles riverains. Donc nous avons reçu plusieurs fois les responsables de l'ambassade sur différents projets. Pour le moment, nous ne sommes pas parvenus à un accord, mais c'est un... Mais ils ont obtenu le permis. Hein. Oui, parce que c'est un permis d'État, et puis aussi la ville n'y est pas forcément défavorable. En tout cas, pour le moment, moi, j'ai donné un avis défavorable. Voilà. Rue de Presles. C'est rue de Presles, à 2 pas d'ici. Au bout de la rue à la Sœur, vous voyez, rue à la Sœur, qui donne sur la rue de Presles. Monsieur Audierne. Oui, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il serait possible d'améliorer l'opération quand on rebouche les tranchées et qu'on remet de l'asphalte et qu'on le remette correctement pour éviter qu'il y ait des mares? Il y a des mares à l'angle de l'avenue de la Motte-Piquet et de la rue du Laos, devant l'agence immobilière, il y a une mare gigantesque. Est-ce qu'on peut faire attention quand on remet le... Voilà, bon, c'est une question. Je propose 2 autres questions, comme ça on regroupe un petit peu. Moi, j'en ai une aussi, là. Une question pour M. Pinet. La rumeur urbaine habituelle dit que s'il y a des travaux, beaucoup de travaux, les rats remontent à la surface. Quel est votre vécu là-dessus et qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Monsieur Frémont. Oui, en me déplaçant dans le 15e, j'ai constaté qu'il y avait aussi d'autres travaux RATP qui sont intitulés plus ou moins sécurisation des tunnels ou des stations dans le cadre d'un plan inondation. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu, est-ce qu'on est concerné dans notre quartier ou un petit peu au-delà? Et y a-t-il aussi des travaux de voirie de ce type, du type piste cyclable, comme ceux qui sont en cours et qui vont durer des mois rue de Sèvres? Là, ça crée un vrai bazar entre la station du Roc et Sèvres-le-Courbe.
Donc est-ce qu'il y a des choses un peu de cette ampleur qui sont prévues dans notre quartier? Monsieur Pinet. Alors, les flaques d'eau. Alors, la problématique au carrefour, effectivement, c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. Il faut avoir une bonne pente. Je rappelle, si vous regardez bien une voie de circulation, elle est bombée. Elle est bombée pour ramener l'eau vers les caniveaux. À chaque carrefour, et notamment au niveau des passages piétons, on a une descente qui se fait pour, effectivement, l'accessibilité PMR notamment. Or, jusqu'à présent, il y a quelques soucis parfois pour lorsque vous rejoignez deux pentes, ça vous fait une belle vallée, sauf que la vallée, il faut réussir à avoir une autre pente pour aller vers la Valoire, et que parfois, effectivement, quand ils font la vallée, bon, c'est une difficulté. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils l'ont fait, qu'on se rend compte qu'il y a la flaque, pour pouvoir défaire la flaque, il faut tout recasser, il faut tout refaire. Autant vous dire que pour l'instant, même si je comprends bien, et parfois on enjambe, et alors, il n'y a pas que le carrefour que vous m'avez cité, je peux vous en citer, mais voilà. Hein, Madame Baudot, vous connaissez bien le carrefour Convention Saint-Charles, c'est sur les 4 endroits. Voilà. C'est effectivement quelque chose sur lequel on demande à la voirie de travailler. Très honnêtement, à aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution. Il faudrait pouvoir avoir l'avaloir à l'endroit même de la jonction, ce qui n'est pas simple, parce que si vous mettez l'avaloir c'est une grille, et si vous passez avec un fauteuil roulant dans la grille, vous êtes coincé. Donc voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de vraie bonne solution, mais vous avez entièrement raison. Effectivement, ça se fait. Alors concernant les rats, au vu du nombre, alors oui, quand on creuse très profond sur des gros chantiers qui a du terrassement, etc. Oui, effectivement, ça fait remonter les rats. Les rats sont remontés aussi avec les crues successives qu'on a eues. Aujourd'hui, la Seine monte un peu, et donc ça peut amener un certain nombre de choses. Est-ce que les travaux de voie publique sur les réseaux, ça amène des rats? Généralement, les galeries sont pas là. Les galeries, notamment des rats, elles sont souvent dans les parcs, elles sont souvent dans d'autres endroits que sous le trottoir et sous le réseau, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Sous le macadam, vous n'en avez pas. Donc non, les travaux de voirie en eux-mêmes, si vous voulez, sur les trottoirs, c'est pas ça qui fait complètement remonter les rats. En revanche, effectivement, quand vous construisez un immeuble et que vous allez gratter un petit peu partout, oui. Après, la problématique, alors je rappelle quand même qu'on ne parle plus de rats, on parle de surmulot, donc voilà, excusez-moi de le rappeler. Voilà, mais c'est effectivement un combat quotidien, et je laisserai mon collègue Laurent Racapé en parler, puisque c'est dans le traitement, si vous voulez, de la prolifération des rats à Paris, et dans le giron de la direction des espaces verts. Sur le... Oui, la dernière question, c'était la question de M. Frémont sur les inondations et les pistes cyclables. Oui. Alors, travaux de la RATP. Il y a un plan RATP pour effectivement prévenir les inondations. Alors, soyons clairs, le jour où la Seine débordera, le jour où on aura une inondation type 1910, on aura pas mal les pieds dans l'eau dans le 15e. Et le 15e est l'arrondissement le plus touché de Paris, le plus impacté. À un point tel que je rappelle qu'il y aura une montée des eaux, mais il y a un moment donné où la montée des eaux, lorsqu'elle sera au maximum, fera sauter les réseaux d'assainissement, et il n'y aura pas que de l'eau dehors. Donc c'est vrai que c'est voilà. Cet arrondissement, et on va dire, est un peu à la pointe grâce à Philippe Boujon notamment, qui avait fait, et il pourra en reparler de son expérience à Prague, parce que le problème, c'est pas la crue, c'est la décrue. Et donc tous les travaux que vous avez en ce moment de la RATP, qui effectivement fait des travaux pour l'étanchéité au moment de la crue de ces ouvrages. Pourquoi ? Parce que on sera probablement inondé. Moins on est inondé, et plus vite on va pouvoir revenir à une situation normale, et c'est ça l'enjeu. C'est pas tant la crue et de se protéger de la crue, l'eau elle passe partout, on le voit encore aujourd'hui dans certaines de nos régions, c'est effectivement la décrue, et c'est pour ça aussi que, par exemple, sur le quartier du Front de Seine, il y a eu depuis des années, effectivement, beaucoup de batailles pour faire financer et remonter les installations électriques des tours, parce que si tout est noyé et que tout le monde est noyé en même temps, vous n'allez pas avoir l'intégralité de toutes les entreprises qui vont pouvoir changer les moteurs ascenseurs et autres au moment de la décrue. Et donc la RATP est engagée effectivement à protéger ces installations le mieux possible, notamment par des systèmes de bâtards d'eau, parce que jusqu'à présent ils avaient des mortiers, enfin des tonnes et des tonnes de mortiers, ils avaient des agglos, mais c'est vrai que c'est pas simple, et puis il faut renouveler, et donc là aujourd'hui il y a de beaux bâtards d'eau. Et c'est pareil sur pas mal d'autres ouvrages qui essayent d'être protégés. Donc oui, vous avez des travaux en ce moment sur certaines stations, alors hormis le métro aérien, mais toutes les stations en sous-sol sont concernées.
Oui, merci. Effectivement, voilà, depuis le début de mon mandat que je traite ce dossier de prévention de l'inondation, surtout de la crue centenale, qui ne se produit pas tous les 100 ans, mais qui a une chance sur 100 tous les ans de se produire, ce qui est un petit peu différent, et qui avait succédé en 1910 à 2 crues décennales, et nous avons eu 2 crues décennales en 2016 et en 2018. Donc on est très très inquiet, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on a de nombreuses réunions, notamment avec les présidents des Tours des Fronts de Seine, pour faire remonter, comme le disait mon adjoint, les installations électriques, mais ce qui ne changera pas grand-chose, parce qu'en fait, quand la Seine monte, avant qu'elle déborde, c'est la nappe phréatique qui monte et qui casse tout sur son passage, qui casse les caves, les parkings, les réseaux d'assainissement, et tout s'arrête. Plus d'eau, plus d'électricité, plus rien. C'est ça le vrai sujet quand même, hein, comme il vient d'être dit. Donc, il y a de nombreux plans de prévention des inondations et des crues, bien sûr, qui sont mis en place. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous avons organisé plusieurs réunions du conseil d'arrondissement, d'ailleurs, là-dessus, depuis plusieurs années. La mesure la plus importante qui est prise et qui enfin a été décidée à partir du moment où l'État a décentralisé la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, à la métropole du Grand Paris, en ce qui concerne notre ville. C'est-à-dire qu'il y a une collectivité qui s'appelle la métropole du Grand Paris, qui a un certain nombre de compétences, dont depuis récemment la compétence GEMAPI, qui concerne la prévention des inondations. Et la première décision prise par cette collectivité, dans laquelle je siège en tant que maire, c'est de réaliser un 5e bassin réservoir. Il y en a déjà plusieurs hein, qui, évidemment, permettent d'accumuler des centaines de milliers de tonnes d'eau à l'Abassé, c'est-à-dire au confluent de l'Yonne et de la Seine, parce que c'est là que ça se passe. Donc, les travaux ont commencé et devraient permettre de faire baisser la crue de 10 à 25 cm, hein, selon le nombre de bassins qui ont été mis en place. Chaque bassin coûte 100 millions d'euros quand même. Hein. Donc, et on doit en mettre en place, je crois, 8 ou je ne sais plus combien, 6 ou 8. Donc là, c'est le premier qui est en réalisation, qui sera en cours d'expérimentation et qui permettra donc de baisser le niveau de la Seine de 15, 20, 25 cm, ce qui n'est pas négligeable évidemment. Il y a des conséquences très graves. Hein. D'ailleurs, nous avons voté au dernier conseil d'arrondissement des dispositions pour permettre le stockage d'équipements anti-crues dans un certain nombre de stations de métro pour protéger les 150 km de couloirs du métro, enfin en sous-sol. Donc voilà, les administrations travaillent jour après jour là-dessus. Hein. Mais voilà, la crue est possible. Effectivement, avec la métropole du Grand Paris, j'ai effectué un voyage à Prague il y a quelques années qui a été, elle, victime de 2 crues centenales à 3 ans d'intervalle. Donc, ce qui est beaucoup, ce qui a totalement détruit la ville, d'ailleurs. Enfin, une partie des quartiers se sont effondrés. Enfin, bon, Prague n'est pas comme Paris, mais en tout cas, le bassin hydraulique de la Moldau ressemble à celui de la Seine. Donc, il y a pas mal d'enseignements que nous avons tirés. Et eux, ils ont protégé leur ville maintenant en construisant des digues dans la Moldau, des digues. Donc, c'est une proposition que j'ai faite aussi à Paris, notamment pour le Front de Seine, qui est un secteur unique de tours qui sont dans un secteur limité sur dalle dans Paris. Il n'y en a pas d'autres hein, de ce type, avec 10 000 habitants qu'il va falloir évacuer d'un seul coup, parce qu'une tour ne peut pas fonctionner sans électricité. Donc même avant que la Seine déborde, les réseaux d'électricité sont coupés, donc il faut évacuer 10 000 personnes. Comment on revient après ? Voilà, la nage. Mais bon, donc acheter des palmes et des tubas. Mais donc... c'est une proposition que j'ai faite au Conseil de Paris, mais qui n'a pas été retenue. Bon, voilà. Donc, on continue à creuser, si je peux dire, enfin à creuser ces bassins sur l'Abassé, au confluent de l'Yonne et de la Seine. Et ça, c'est une très grande avancée, si je peux dire. Mais la totalité des bassins de rétention ne sera terminée qu'en 2030-2035. Hein. Donc, il faut espérer que la crue ne se produira pas d'ici là. Enfin bon, on est très très attentifs parce qu'un tiers du 15e sera sous les eaux. Nous aurons 100 000 sinistrés dans l'arrondissement. Puisque nous sommes, nous, au bassin versant. Donc il y a un certain nombre d'arrondissements, le 12e, le 15e, le 7e, qui prendront ça de plein fouet. Donc ici, inutile de vous dire qu'ici, on est sous les eaux. Hein. Voilà, mais enfin, voilà, on prend des dispositions pour éviter ça. Les 2 crues décennales, grâce
aux équipements qu'on a mis en place que tu indiquais, elle a pu être limitée. Enfin, les dégâts ont pu être limités. Il ne fallait pas que ça monte beaucoup plus, mais ça s'est arrêté à temps. Et mon adjoint participe à tous les exercices. Il y a des exercices qui sont réalisés avec la préfecture de police notamment, et autres les exercices Sequana, qui ont été justement montés à notre demande par la préfecture de police dans le 15e, parce que c'est quand même l'arrondissement le plus touché. C'est bien ça. Merci, monsieur le maire. J'ai oublié les pistes cyclables. Ah, bah alors allez-y. J'ai oublié de répondre sur les pistes cyclables. Alors, sur votre quartier, il n'est pas prévu, à aujourd'hui, il n'est pas prévu de chantier pistes cyclables comme celui de la piste de la rue de Sèvres ou de la rue de Vaugirard. Voilà, ces fameuses pistes bidirectionnelles, effectivement, avec les murets. Par contre, on réclame effectivement à la mission vélo et à la ville de Paris de revoir la sécurité des pistes sur le boulevard de Grenelle et le boulevard Garibaldi, puisque les blocs granites qui sont posés là ne sont que collés, et ce n'est pas quelque chose de, effectivement, sécure. Il y en a pas mal qui bougent. Et donc, mais sur l'ensemble de votre quartier, on n'a pas de projet actuellement sur ces grandes pistes avec le bazar dont vous parlez, effectivement, sur la rue de Sèvres qui est en train de faire. Petite information, sur la rue de Sèvres, ils se sont rendus compte qu'effectivement, mais c'est côté 7e, c'est pas côté 15e, à l'entrée, ils vont modifier parce qu'en fin de compte, le bus passait plus. Enfin bref, il y a eu pas mal de... Voilà, ils se rendent compte après qu'il y a des modifications à faire. C'est un peu dommage. Merci, monsieur Pinet. Juste un petit détail. Je suis toujours membre de la Société historique et archéologique de Paris, et où on apprend des choses très intéressantes, et en particulier que notre quartier, c'est ce que vous évoquiez, et c'est l'ancienne plaine de Grenelle, qui effectivement, il y a même eu des projets de base nautique, enfin dans le temps. Voilà. Alors, je vais peut-être passer la parole à Madame Baudot et peut-être d'autres personnes après qui auront des questions. Non, mais moi, très rapidement, oui, allez-y. Parce que dans les problèmes des travaux, ce que disent les habitants, ils voient la nuisance. S'il y a un panneau qui explique bien ce qui est en train de se faire, donc il y a un problème d'information et de suivi, ce que vous disiez par rapport à l'engin de liaison. Donc, il y a la responsabilité des élus, enfin de la ville, concernant le fait que c'est sur un espace public, donc les habitants, et puis il y a la responsabilité des opérateurs. Alors, il ne faut pas du tout, excusez-moi, mais compter sur les opérateurs pour tenir au courant les habitants avec un panneau. Les exemples, ils sont nombreux. Les chantiers doivent être terminés, par exemple, fin octobre. On est fin novembre, les chantiers. Alors, il y a des numéros de téléphone, vous les appelez, ils se fichent de ça comme de leur première chemise. Eux, ils sont là pour travailler, comme ils nous disent, mais ils ne sont pas là pour regarder les habitants. Alors, leur seul truc, c'est qu'ils nous disent qu'il faut bien faire des travaux. Mais les habitants, ils en sont conscients. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'ils sachent quand un chantier commence, donc les informations qui ne sont pas données, alors que dans le temps, je le dis, par exemple la CPCU laissait un avis dans tous les immeubles. Aujourd'hui, ce n'est plus fait. Donc il y a une baisse de service. Et puis ensuite, le suivi. Alors, on parlait d'un agent de liaison. Moi, par exemple, je voudrais savoir à la voirie qui suit ça. Parce que moi, M. Pinet, on se connaît. Donc, quand j'en ai marre de voir 3 fois la même chose, c'est à M. Pinet. Et il y a les abandons de chantiers, ce que vous appelez les chantiers inactifs. Tout d'un coup, il reste des palissades qui servent de dépotoir aux gobelets de café, enfin j'en passe, et des meilleurs, et les chantiers ne sont pas terminés. Donc là, effectivement, je ne sais pas si c'est un manque de personnel, mais j'ai l'impression que la voirie, il y a quand même un truc qui ne va pas. Bon, alors écoutez, merci Madame Baudot. Je propose, allez-y Madame, peut-être 2 dernières questions Madame, et peut-être une autre question oui, des habitants. Je voulais ajouter, avec tous ces chantiers, est-ce que ce serait possible, lors des réunions de chantier, d'insister auprès des entreprises pour le cheminement des PMR? Parce que très souvent, le soir, les ouvriers s'en vont et laissent le chantier. Alors, quelquefois, ils font une déviation pour les piétons, mais il n'y a pas de pont lourd, ce qui fait que le fauteuil roulant ne peut pas passer. Donc, est-ce que vous pourriez insister, voire contrôler le soir? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a souvent des numéros de téléphone dessus. On les appelle et effectivement, ils arrivent quand même à corriger dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est pas forcément, ça devrait être quand même plus sérieux et insister au départ, dès le départ du chantier. Merci. Merci. Alors, Madame Largillière, je vais vous répondre très vite. Il y a un truc que je ne comprends pas bien là, parce que normalement, le cheminement PMR, il est fait dès le départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on engage les chantiers, on insiste
très sérieusement sur le cheminement piéton. C'est la première des priorités. C'est pour ça d'ailleurs que quand c'est sur le trottoir, on fait sauter le stationnement pour faire un cheminement piéton. Quand vous me parlez de pont lourd, un pont lourd, il ne se déplace pas, il ne se remet pas. C'est-à-dire que c'est pas le... Soit à ce moment-là, c'est effectivement ils travaillent sur une tranchée, ils retirent le pont lourd, ils mettent le passage piéton sur le stationnement. Et normalement, s'il y a le pont lourd, ça veut dire qu'ils renvoient les piétons sur le trottoir et donc qu'ils le remettent, parce que sinon on se retrouve avec des trous. C'est pas la généralité, c'est pas plus comme ça que sont faits les chantiers. Maintenant, qu'il y ait des ouvriers qui ne remettent pas bien les barrières, ou que les barrières bougent, ou quand il y a un coup de vent, ce soit pas... Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On a une problématique de suivi là-dessus, etc. Mais sur l'histoire des ponts lourds, je veux bien que vous m'en parliez un petit peu plus, et avec des exemples précis, on se reverra après. Parce que là, le pont lourd, c'est les grosses plaques en acier, donc ça ne se bouge pas toutes les 5 minutes comme ça. C'est vraiment pour des opérations bien spécifiques, et notamment sur des voies de circulation. Voilà. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, la CPCU, c'était bien à un moment donné, mais tous, hein, vous avez un numéro, vous avez même des numéros de portable qui ne répondent effectivement jamais, donc, mais ça, on essaye de travailler sur la communication. La rue Saint-Charles, l'autre, ça n'avance pas. Si, ça avance, ça va se terminer. Bien, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au deuxième sujet de notre conseil. Merci, Monsieur Pinet. Donc, je passe la parole à Monsieur Racapé concernant les travaux de rénovation d'espaces verts avec deux sites. Je vous passe la parole, monsieur. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais plutôt vous parler de la rénovation du square Garibaldi et Madame vous parlera plutôt de la coulée verte. Avant de commencer la présentation du square et des travaux qui se sont achevés, juste un petit moment d'histoire. Donc ce square a été créé en 1881 sur une superficie de 1377 mètres carrés en l'honneur de Garibaldi, qui est le père de l'unité de la patrie italienne. Aujourd'hui, les travaux sont presque terminés. Le square va rouvrir lundi 20. Il ne reste qu'à mettre quelques panneaux explicatifs sur ce qu'il est possible ou pas de faire dans ce square. Mais enfin, on va dire qu'il est à 99,99% terminé, vu qu'il ne reste que ces panneaux-là à mettre. Donc vous pourrez y aller dès lundi, donc dans 2 jours. Alors, en fait, les enjeux de ce square, qui est un square haussmannien, qui est en fait le pendant du square Cambronne qui est juste en face. Le square Cambronne n'est pas dans ce conseil de quartier, il est dans le conseil de quartier Cambronne-Garibaldi, contrairement au square Garibaldi. Donc, les enjeux, vous avez un square haussmannien qui avait une aire de jeu assez vieillissante. L'aire de jeu était assez pauvre en termes de jeu, il n'y avait qu'un seul toboggan. Les sols étaient dégradés et il y avait un véritable challenge, notamment du fait de la dégradation d'une partie du square et de ce square encore une fois haussmannien, c'était de pouvoir le rénover tout en gardant au maximum et en respectant son architecture et conserver le paysage. Et je reviendrai un petit peu sur comment tout cela s'est passé, mais il y a eu aussi une demande d'offres sportives dans ce square. Demande à laquelle nous avons répondu. Donc, en amont de la rénovation du square, les équipes de la DEV ont... Oui, je vous regarde, mais vous étiez un petit peu moins en charge de ce projet-là. Les équipes de la DEV ont, comme pour chaque rénovation de square ou parc, sont allées à la rencontre des usagers du square avec des questionnaires, des questions ont été posées et les travaux ont ensuite pu être programmés. L'aire de jeu, je vous disais, elle était vieillissante, elle était assez pauvre en termes de jeu. Il n'y avait qu'un toboggan. Une quinzaine d'enfants auparavant pouvaient être accueillis sur cette aire de jeu. Là, le nombre d'enfants que l'aire de jeu peut accueillir monte à 25, dont une très grande partie dans le bac à sable. Les jeux ont été diversifiés et il y a eu le choix de conserver un bac à sable. C'était à la demande des riverains et des assistantes maternelles et parents.
Ce qui est plutôt rare actuellement à Paris, les bacs à sable ne sont pas forcément gardés dans les squares parisiens, vous le remarquerez certainement, car l'entretien d'un bac à sable coûte extrêmement cher. Voilà, il a été éloigné, ce bac à sable a été éloigné de la petite fontaine qui sert de point d'eau pour les enfants pour boire, tout simplement parce que les bacs à sable, un bac à sable dans un square, ça a tendance à boucher l'évacuation de l'eau. Donc ça a été un petit peu éloigné de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème. Voilà. En ce qui concerne la grille, la clôture, pardon, excusez-moi, la clôture a été totalement changée. Là aussi, il y avait un véritable challenge. C'était garder au maximum le côté haussmannien du parc, enfin du parc du square, excusez-moi, et conserver l'aspect historique. Cette grille et en plus, encore une fois, ce square est le pendant du square Cambronne en face, donc au-delà de conserver l'aspect historique, il ne fallait pas qu'il y ait un problème visuel. Et enfin, cette clôture, excusez-moi, a été protégée. Les pieds ont été protégés avec la mise en place de longues grilles en béton pour augmenter la durée de vie, ce qui normalement prolongera la durée de vie d'après les experts en clôture. C'est un système qui permet d'avoir une durée de vie plus longue. Voilà. L'offre sportive, alors il y a une petite coquille sur la slide. Ce n'est pas 4 agrès de fitness qui ont été placés, mais 5. C'était une demande du conseil de quartier. C'est un sport adapté à tous, quel que soit l'âge ou des personnes. Chacun peut y trouver son bonheur en fonction des agrès. Voilà, avec la statue de Garibaldi qui a été offerte pour la petite histoire, par l'Italie. Voilà. Donc, bilan de la rénovation. Les travaux étaient prévus pour une durée de 4 mois. Cela a commencé le 11 juillet. Vous voyez, il rouvre le 20 octobre. À quelques jours près, 9 jours près, les délais ont été tenus. Il faut le souligner parce qu'effectivement, comme ça a été signalé, les squares, les parcs et jardins, c'est comme la voirie, il peut y avoir des fois des éléments ou des soucis que l'on rencontre pendant les travaux, donc des délais tenus à quelques jours près, je pense que c'est important de le souligner. Comme demandé, et la structure haussmannienne du square a été conservée, les jeux, donc développement de l'offre ludique pour petits et grands, et rénovation des sols et des clôtures. Je précise, c'est toujours une question qui revient fréquemment, en ce qui concerne les jeux dans les squares, il y a évidemment il en va de la sécurité des enfants, donc il y a toujours, lorsqu'un des contrôles, les squares sont en plus souples si un enfant venait à tomber, de manière à, entre guillemets, amortir un peu le choc, et les espaces de jeu, que ce soit les toboggans, alors ça dépend de ce qu'on trouve dans les squares, mais en tout cas sont contrôlés régulièrement de manière à éviter un accident qui peut être grave sur un enfant. Voilà, je précise toujours parce qu'en général, c'est une question qui revient fréquemment. Oui. C'est parce que c'est pas le même sujet. Donc vous enchaînez sur la coulée verte, oui, allez-y. On fera les questions après, peut-être sur les deux sujets, donc allez-y sur la coulée verte. Je posais une question sur l'informatique, mais je vois qu'elle était utile. Donc allez-y. Merci. Bonjour.
Bonjour à tous, Amélie Astruc, je travaille à la direction des espaces verts et de l'environnement au service paysage et aménagement. Et je viens vous présenter l'évolution de nos réflexions relatives à la poursuite de la coulée verte sur le quai de Grenelle. Donc nous étions venus vous voir, alors c'était pas moi, mais c'était des collaborateurs à moi qui étaient venus vous voir l'année dernière à la même époque. Et on vous avait présenté à ce moment-là un projet de rénovation axé vraiment sur le terre-plein de la contre-allée. Donc je vous rappelle le contexte global, hein, vous devez sans doute le savoir. On aménage en fait au fur et à mesure des budgets que l'on obtient et qui sont issus du budget participatif, on aménage les différentes tranches de la coulée verte, c'est-à-dire le réaménagement des terre-pleins sur le quai de Grenelle et quai André Citroën. Donc le démarrage des travaux a eu lieu en 2013 avec une première livraison devant le centre commercial Beaugrenelle. Quelques années plus tard, on a fait un petit peu au sud côté quai de Javel, Citroën, pardon. Et puis il y a maintenant 2 ans, on a livré la phase 3 sur 115 mètres de long, donc entre les rues Gaston de Caillavet et rue du Théâtre. Et c'est la phase 4 qui nous occupe aujourd'hui. Donc une phase qui fait 250 mètres de long, qui est située au droit du square Béla Bartok. Et on poursuivra à la fin, une fois les travaux de reconversion sur le garage Renault et l'immeuble reconverti, on terminera cette coulée verte par le réaménagement du parvis devant le garage, enfin l'ancien garage, pour un linéaire total de plus d'1 kilomètre et une surface d'1,4 hectare. Donc les enjeux du projet, c'est vraiment la poursuite de la coulée verte et de la coulée verte du quai de Grenelle dans la continuité des phases précédentes, hein, c'est-à-dire une simplicité d'aménagement, une promenade vraiment dans la perspective de la Tour Eiffel avec un vocabulaire d'asphalte clair tel qu'il existe dans les phases précédentes. C'est les cheminements piétons qui sont améliorés, c'est une végétalisation assez massive et puis voilà cet esprit végétal apaisé sur l'ensemble de cet espace. Donc l'état actuel, que vous devez sans doute connaître, sans doute mieux que moi, on est sur un site qui est vraiment très dégradé actuellement. Il faut savoir que c'est une promenade qui avait été aménagée au début des années 80 et qui, depuis cette date, a quand même beaucoup vieilli. On a des revêtements minéraux qui sont très dégradés, de l'asphalte qui a été retiré par endroits, des pavés déchaussés. On a des problèmes de circulation piétonne, c'est-à-dire qu'on marche sur un trottoir qui est planté d'arbres et puis finalement, à la fin du trottoir, on n'a même plus la place de passer et puis on vient piétiner les pieds d'arbres parce qu'il n'y a pas de place. Et puis on a des zones végétales existantes mais qui sont quand même à étoffer. Et puis il y a cette idée aussi d'avoir une liaison végétale avec le square Béla Bartok, puisqu'on a quand même cet espace avec ce square de belle qualité qui s'offre à nous, qui est à proximité immédiate. Donc on a voulu valoriser ce lien. Donc on vous avait présenté l'année dernière, donc pour les personnes qui étaient présentes, ce plan où on était donc à nouveau dans la continuité et le prolongement de la phase 3, c'est-à-dire on restait vraiment sur le périmètre du terre-plein. On avait une allée majoritairement rectiligne qui serpentait au milieu de zones végétales. On avait pensé à quelques aménagements mais qui ne sont finalement pas réalisables, comme la réalisation d'une traversée piétonne sur le quai permettant d'accéder à la passerelle et ensuite aux berges en quai bas. Mais finalement, ça n'est pas réalisable au vu de ce qu'on a vu avec les services de la voirie. Et puis voilà, on avait un aménagement sobre avec différentes séquences paysagères qui permettaient de poursuivre la promenade. Donc c'est ce qu'on vous avait présenté à l'époque, et à l'époque on avait évoqué, mais je pense extrêmement brièvement, la possibilité d'empiéter un peu sur la contre-allée pour augmenter la part de végétalisation. C'était notamment une demande de notre élu de tutelle, M. Najdowski, à qui nous avions présenté le programme d'aménagement l'année dernière et qui nous avait demandé d'étudier une possible extension de la végétalisation sur la contre-allée, totale ou partielle, c'est-à-dire aller peut-être de végétaliser le stationnement jusqu'à possiblement fermer la portion de la contre-allée au droit du square Béla Bartok pour faire véritablement sortir le square hors des murs et assurer un lien végétal total entre le square et la coulée verte. Donc, depuis cette date, nous avons travaillé avec les services de voirie, avec les pompiers, pour voir s'il était possible de fermer ce tronçon de la contre-allée. Et comme nous avions des avis plutôt favorables, nous avons étudié cette possibilité.
et donc, entre autres. Et donc, nous revenons vers vous aujourd'hui et vers la mairie du 15e pour proposer peut-être 2 options d'augmentation du périmètre. C'est-à-dire, on ne resterait plus strictement sur le périmètre du terre-plein, mais on viendrait utiliser plus ou moins la contre-allée pour étendre notre périmètre et végétaliser plus massivement. Donc la première option qui s'offre à nous est la réalisation d'un aménagement assez sobre où finalement on ne ferme pas la contre-allée, mais par contre on vient créer ce cheminement piéton qui est inexistant actuellement, puisqu'on vient vraiment piétiner dans les pieds d'arbres, notamment côté nord en fait, vers le garage Renault. Donc l'objectif serait utiliser le stationnement en place le long du terre-plein pour y reconstituer un trottoir qui formerait allée et qui aurait un revêtement similaire à celui des phases précédentes. On conserverait certains éléments structurants de l'existant, comme cet emmarchement, qui a ses qualités patrimoniales. On a aussi des formes un peu spécifiques de losanges qui peuvent être intéressantes sur ce terre-plein. Et puis l'objectif serait d'avoir un vaste espace végétalisé unitaire à traiter, donc qu'on contemplerait finalement de cette allée qui serait un petit peu mis à distance et qui ferait un effet assez vaste, aménagé de la même manière que dans la phase précédente, à savoir plutôt des espaces de pelouse assez vastes, ce qu'on appelle des CP, c'est-à-dire des arbres multitroncs émergeants par bouquets et agrémentés de massifs bas pour former un peu des petites îles végétales. Et puis on viendrait créer une petite placette en extrémité pour assurer la jonction ensuite avec la future phase 5 qui s'offre à nous. Donc ça, c'est une première possibilité d'aménagement qui s'offre à nous. Et dans un autre état d'esprit, donc le degré de détail des plans n'est pas le même, c'est vraiment des schémas d'intention, donc ne les prenez pas pour acquis. La deuxième proposition qui s'offre à nous et qu'on a donc étudiée au regard du retour des pompiers, au regard du retour de la voirie, c'est de fermer complètement la contre-allée au droit du square Béla-Bartok uniquement et de reporter ainsi la circulation des véhicules de la contre-allée le long du square Béla-Bartok jusqu'à la place de Brazzaville et ensuite, en fonction des aménagements qui seront réalisés sur la place de Brazzaville, possiblement faire redescendre les véhicules sur la contre-allée. Et on viendrait vraiment ouvrir le square Béla-Bartok, c'est-à-dire on viendrait faire tomber murs et clôtures pour avoir un jardin un peu hors les murs qui vient sortir sur l'espace public et qui permet d'assurer une liaison complète avec la coulée verte. Voilà le principe. Sur l'aménagement végétal en tant que tel, l'objectif c'est de planter là encore quelques bouquets de CP, toujours dans cet esprit qui a été observé également sur la phase précédente, d'avoir là encore une allée très simple, très rectiligne pour avoir un cheminement piéton fluide, et puis de diversifier les ambiances végétales en diversifiant les strates, parce que ça fait partie des enjeux du plan biodiversité que d'avoir des strates basses, arbustives, et une strate arborée renforcée. Et enfin, on a pour enjeu également dans ce scénario de réaménager quelque peu les allées et les entrées du square Béla-Bartok en venant les faire coïncider avec des petites placettes qui seraient aménagées aux extrémités du square en interaction avec la coulée verte et en interaction avec les passages piétons existants, ce qui permettrait donc d'avoir une continuité piétonne également du côté des immeubles. Donc voilà la deuxième proposition d'aménagement à concerter entre nous. Donc c'était très bref, mais en termes de calendrier, donc ce qu'il faut vous dire, c'est que justement le fait d'augmenter ce périmètre, ça nous a fait reprendre nos études, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu malheureusement on ne pourra pas démarrer les travaux cette saison. Les travaux seront reportés à la saison 2024-2025. Comme vous le savez, on est assujetti aux périodes de plantation, c'est-à-dire que quand on plante des arbres, on doit les planter entre, grosso modo, 15 novembre et 15 mars. Donc tous nos travaux sont calés en fonction de ces périodes de plantation. Donc l'objectif, c'est d'avoir un avant-projet stabilisé en début d'année prochaine, de le présenter, on a tout un process interne et puis de validation, que ce soit en interne dans nos services, que ce soit notre élu de tutelle et puis évidemment à la mairie du 15e, l'architecte des bâtiments de France et le conseil de quartier. Voilà, donc ce qu'on souhaite, c'est vous présenter un avant-projet abouti au prochain conseil de quartier qui sera, je crois, en février ou mois de mars, pour être en mesure de réaliser des travaux entre novembre 24, grosso modo, et mai 25, donc post-JO. Voilà pour la présentation. Merci.
Je vous remercie, Monsieur Ravalet et Madame Astruc. Et je passe la parole à Monsieur Semel. Oui, effectivement, avant les réactions et les questions qu'il y aura certainement dans le public, juste une petite précision sur ce projet. Il a en effet été présenté il y a à peu près un an et il n'avait pas soulevé d'ailleurs d'observation particulière du public parce que c'était dans la philosophie vraiment des premières phases, des 3 premières phases, qui toutes avaient été présentées aux différents conseils de quartier, donc Emerio-Zola et Duplex La Motte-Piquet. Là, ce soir, la raison pour laquelle ce projet revient, alors que les travaux auraient dû commencer, comme l'a dit Madame Astruc, ils auraient dû commencer il y a quelques semaines. Donc il y a un décalage dans le temps parce que l'adjoint à la maire de Paris chargé des espaces verts veut repenser les choses avec donc cette potentielle ouverture sur le square Béla Bartok. Donc, vous l'avez dit, madame, ça nécessite évidemment une concertation importante parce que ça change totalement les choses. Et juste avant les remarques que les habitants du Front de Seine qui sont là formuleront certainement, il y a déjà 2 sujets qui me semblent importants. Dans l'hypothèse éventuelle de cette continuité entre le square et le quai, premièrement, c'est la question de la circulation, parce qu'on a effectivement des tours d'habitation, la tour de l'hôtel Novotel également, avec un trafic qui, du coup, ne pourrait pas rejoindre le quai de Grenelle, mais serait réorienté vers la rue Rouelle, la place de Brazzaville, donc dans une logique d'apaisement de la circulation dans le quartier. Je ne sais pas si c'est souhaitable, premier point. Et deuxième point, comme adjoint de quartier, la première des questions et des préoccupations formulée par les habitants de Beaugrenelle, c'est la tranquillité publique, c'est la sécurité. Et donc l'idée de démolir le mur du square et de l'ouvrir sur le quai, donc d'avoir un espace vert qui serait ouvert 24 heures sur 24, alors qu'on a déjà du mal, et la police a bien du mal à assurer la tranquillité de ce quartier, à écarter tous les trafics qui peuvent y avoir lieu, malheureusement parfois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération avec beaucoup de précautions. Donc en effet, la concertation s'impose dans l'hypothèse d'une option comme celle-ci. Monsieur le maire. Oui. Alors, je voudrais d'abord resituer cet aménagement dans un cadre plus global d'une coulée verte la plus grande de Paris que j'ai souhaité faire réaliser dans le 15e depuis le début de mon premier mandat. Un arc vert structurant en forme de fer à cheval qui traverse tout le 15e, une promenade de 8,5 km, si je peux dire, dans plein cœur du 15e, reliant le parc Brassens, qui vient d'être rénové d'ailleurs. Très bien rénové, jusqu'au parc Citroën qui a été lui-même étendu d'1 hectare par la petite ceinture ferroviaire transformée en coulée verte. Il y a encore quelques centaines de mètres à réaliser, c'est en cours, c'est très bien. Et ensuite, réaménager à la fois le quai bas sur la Seine pour permettre la promenade à bord de Seine. C'est la raison pour laquelle, avec Aropa, c'est-à-dire Port de Paris, nous mettons en œuvre la réalisation d'une promenade pavée, éclairée, enfin avec des petites placettes, etc., sur tout le long de la berge, qui permettra aux promeneurs de pouvoir y aller, notamment le week-end et le soir à partir de 17h, parce que sinon il y a les installations industrielles. Les rénovations aussi des 4 ports, qui étaient très polluants, enfin beaucoup de problèmes, des 4 ports du 15e. Et à une remontée, alors je n'insiste pas, parce que mais de remonter par Bir Hakeim et par l'enceinte des fermiers généraux jusqu'à Montparnasse, avec végétalisation, comme on l'a fait par exemple sur le boulevard Pasteur, où on a remplacé le parking du terre-plein central par une promenade végétale, ainsi que sur le boulevard de Vaugirard. Et tout ça pour aboutir à un secteur Montparnasse qui sera totalement transformé, puisque vous savez qu'on déconstruit la tour, on en reconstruit une autre, et qu'on rénove la dalle sur 9 hectares avec la plantation de, c'est pas pour tout de suite, hein, mais enfin bon, d'1 millier d'arbres. Et sur le quai, donc je vous ai parlé du quai bas, le quai haut, c'est-à-dire cette promenade aussi, qui a été très bien réalisée jusqu'à maintenant par les services, hein, et végétalisée, reliant l'avenue Émile Zola jusqu'à la rue du Docteur Finlay. Avec, pour terminer, et j'en remercie les promoteurs d'ailleurs, la placette qui est actuellement une espèce de parking devant l'établissement Renault, qui va être un immeuble bientôt, un immeuble d'habitation, et qui restitue cet emplacement pour y faire un petit jardin qui sera le pendant de celui qui est au début de la rue de l'avenue Émile Zola. Le problème, c'est que je découvre à l'occasion de cette présentation que la mairie centrale vient de décider de supprimer les mairies d'arrondissement, quoi. C'est un scoop, vous nous l'annoncez, aucune concertation, aucune information.
C'est bien qu'on donne l'information aux conseillers de quartier, d'ailleurs, hein, c'est utile. Mais je pense que nous avons, en tant qu'élus de cet arrondissement qui vous représentons, également peut-être une étude préalable à faire pour savoir au moins s'il y a une faisabilité, s'il y a un accord, et puis donner l'avis des locaux de l'étape, si je peux dire. Tout ne peut pas se décider en mairie centrale. D'ailleurs, je pensais, mais je vois que ce n'est pas vrai, que la maire de Paris avait décidé une politique de territorialisation qui consistait à donner plus de compétences aux mairies d'arrondissement. Mais là, on nous présente un projet que je n'ai jamais vu, que nous n'avons jamais vu, nous les élus. J'ai reçu ce papier il y a 1 heure à peu près, enfin, dans le courant de l'après-midi. Et donc, il est bien évident qu'il n'y a aucune possibilité pour nous d'accepter quelque option que ce soit tant qu'elle n'a pas été étudiée sérieusement. Enfin, nous sommes des élus sérieux. Un projet peut être présenté en conseil de quartier, même avant d'être abouti de façon terminale, mais il faut que nous puissions, avec les adjoints compétents, les espaces verts, la voirie, les adjoints de quartier, nos services, nos propres services, avoir je dirais même pas une contre-expertise, c'est pas le sujet, mais voir comment c'est vécu, enfin le fonctionnement de tout ça. Parce que c'est bien beau de décider de tout ça dans un bureau anonyme à la mairie de Paris, tout seul, comme ça, en décidant d'un trait de plume de ce qu'il faut faire. Je ne pense pas que ce soit une bonne pratique de la démocratie participative dont on se gargarise à longueur de discours en mairie centrale. Donc je suis extrêmement surpris et choqué par ce que vous venez de nous présenter. Et donc je pense qu'il va falloir effectivement retravailler ce sujet, peut-être, parce que vous nous avez dit que vous aviez recueilli l'accord de tout un tas de gens, les pompiers, la mairie, etc., sauf la mairie centrale que vous n'avez jamais consultée depuis 1 an. Donc c'est totalement inexcusable, inadmissible. J'en ferai les remontrances nécessaires d'ailleurs à la maire de Paris, parce qu'il faut qu'elle sache aussi comment travaillent ses services en totale opposition avec les arrondissements. Et je pense que les choses vont très très mal se passer. Mais écoutez, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je n'accepte pas vos excuses. D'accord. Bon, merci Monsieur le maire de cette intervention, je pense, extrêmement utile. On va passer aux questions. Oui, allez-y, madame. Oui, madame Baudot. Oui, alors moi, je suis un peu étonnée parce qu'effectivement, à Meriozola, on avait déjà vu pas mal de choses à l'autre conseil de quartier. Et moi, je partage l'opinion de monsieur le maire qui dit qu'il faut voir ça dans l'ensemble du quartier. Vous touchez à la circulation, on touche à beaucoup de choses, franchement. Je pense que ça nécessite une discussion d'ordre général et reprendre l'ensemble du quartier. La place de Brazzaville, je ne vais pas parler ici parce que M. Pinet est parti, mais il faudra reparler de la rue des Écoles, la rue Rouelle, la rue Schustenberger. Tout ça, il y a eu des bêtises de faire. Il faut quand même un peu arrêter et regarder calmement la répercussion de tout ce qui se passe sur le front, en partant des problèmes du front de Seine, dans les rues avoisinantes. Parce que finalement, aujourd'hui, tout ce qui se passe, que ce soit des travaux peut-être ponctuels, mais des aménagements qui resteront, eux, ça a une répercussion sur des petites rues dans tous les quartiers. Les habitants le disent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe dans nos rues? Il y a moins de voitures, paraît-il, sur Paris, et nous, on en a de plus en plus. Puis il y a quelque chose de plus grave, c'est qu'à propos de Béla Bartók, ça fait partie du débat sur le PLU qui va s'ouvrir. Et Béla Bartók, il fait partie de l'OAP spécifique à Beaugrenelle, et l'aménagement de Béla Bartók est prévu, mais nous n'avons pas vu le détail de l'aménagement de Béla Bartók. Alors, moi, je suis peut-être pour l'ouvrir, mais je ne vois pas avoir de discussion là, parce que de trop fermer, les gens s'y cachent la nuit, et les gens qui viennent s'y cacher la nuit n'ont pas toujours des idées bienveillantes. Donc, mais c'est le PLU, ça, madame. Alors, on madame est Baudot, en train de toucher au PLU. On va en parler tout à l'heure. Donc, je propose une question... Voilà, et on pourra en terminer sur ce thème. Oui, c'était pour revenir effectivement sur la place Brazzaville qui va être réaménagée. Donc cela voudrait dire qu'il y a encore plus de voitures qui passent rue Rouelle. Donc on sait déjà qu'il y a 60% du trafic qui passe par cette rue Rouelle. Or, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même tout un groupe scolaire. Il y a une halte garderie. On ne va pas réactiver ce dossier alors qu'il y avait un consensus général contre la rue Schustenberger en rue aux Écoles qui actuellement ne sert à rien. Il n'y a pas un gamin qui sort de la rue Schustenberger.
Hier, j'y suis passée encore. Tous les parents sont entassés de l'autre côté, rue Rouelle, de chaque côté des barrières. Et voilà, et ça ne bougera pas. L'entrée et la sortie de l'école se fera toujours à l'entrée principale. Donc maintenant, dans un esprit constructif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça, les parents entassés, les gamins entassés. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas mettre des barrières ou un système de vidéo-verbalisation, une zone vidéo-verbalisation, ce qui est fait à l'école Louis Blanc dans le 10e arrondissement. Et ça marche très bien. Donc, il faut trouver un système pour que cette rue aux écoles soit faite. Enfin, parce que l'autre côté, Schussenberger, ce n'est pas une rue aux écoles, c'est une aire piétonne. C'est très bien que ce soit une aire piétonne, ça bien sûr. Mais n'empêche qu'il n'y aura jamais un gamin de ce côté-là. Donc maintenant, la situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça et que ça profite vraiment aux gamins, que ce soit vraiment une rue aux écoles. Très bien. Donc dans Merci. l'aménagement de Oui. Brazzaville, est-ce qu'on pourra prendre en D'accord. considération ça, le trafic? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Peut-être fermer la rue aux écoles, aux sorties simplement d'école et la rendre à la circulation le reste du temps. Juste à ce moment-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou questions? Oui. Je peux me permettre Sur le square Garibaldi, Non, mais est-ce que c'est pas quelqu'un a une des question, questions, en fait, par c'est- exemple? C'est juste, je rebondissais sur un point en écoutant Madame Astruc, mais ce n'est pas une question qui concerne directement en fait votre problématique du square Bartok. Je voulais parler de végétalisation et notamment éventuellement si on pouvait avoir des informations, mais je pense qu'à Paris on n'est pas très dynamique là-dessus, sur les plantations, puisque vous avez parlé de plantation d'arbres. Est-ce que vous plantez en pensant à planter à faible pollinisation? Je parle d'allergies saisonnières, donc c'est pour ça que je ne veux pas monopoliser le débat là. Je vous en parle plutôt pour les générations futures, parce que pour ma part, moi je suis une vraie allergique par mon père depuis toujours en rhume des foins, qu'on sait très bien aujourd'hui que la pollution exacerbe en fait les problèmes en fait d'allergie, d'asthme des enfants et d'allergies saisonnières qui sont des véritables handicaps sociaux. On en prend, enfin. Bon, certains, ceux qui sont concernés, savent hélas, tout ce que ça peut entamer dans la vie sociale à ces époques-là. Et avec le changement climatique, il y a une augmentation de la période qui, à l'époque, était entre mai et 15 juillet à Paris. Je sais qu'il y a des villes qui sont extrêmement dynamiques à ce niveau-là et qui ont une politique, monsieur le maire doit le savoir, justement de plantation là-dessus à faible pollinisation, ce qui n'est pas du tout le cas de Paris, parce que bon, Paris n'est pas sur ces sujets de pointe, on va dire. Il y a, si les gens veulent se renseigner, il y a une très très bonne une association qui s'appelle le RNSA, qui en fait a un site qui est très bien fait, qui explique en fait sur chaque catégorie. Mais Madame Astruc doit connaître tout ça parfaitement bien. Donc voilà, c'était juste en fait une envie de savoir si enfin en 2024-25 la mairie de Paris surtout, puisque c'est pas tellement une question, je pense, uniquement de maire d'arrondissement, c'est plutôt une question globale, allait enfin se pencher sur ce problème qui est une question de santé publique des futures générations. Merci beaucoup, madame. Voilà. Dernière question peut-être avant une réponse rapide, puisqu'on a un autre sujet. Oui, c'était pour revenir sur le square Garibaldi. Oui. Il y a le square Garibaldi et vous avez le square Cambronne de l'autre côté. Et vous en avez un qui est très végétalisé. Vous avez une superbe pelouse au milieu, le square Cambronne, pour les chiens. Et de l'autre côté, pour les enfants, en fait, vous n'avez rien, vous n'avez pas de pelouse. Donc, vous avez des barrières de chaque côté. Il est assez petit comme square. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre un petit peu de pelouse? Parce que quand il y a du vent, en fait, il est très poussiéreux, ce square. Donc, c'est bien que les chiens ont une superbe pelouse. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi d'un côté les chiens, de l'autre côté un square à enfants. Alors que, par exemple, vous prenez l'exemple du square Réjeanne dans le 20e, c'est un square et vous avez des espaces canins dès que vous entrez deux de chaque côté. Et ça se passe très bien, hein, parce qu'on sait très bien que les enfants et les chiens, ça ne cohabite pas ensemble. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu plus de pelouse, de verdure dans le square Garibaldi? D'accord. Monsieur Racapé, s'il vous plaît. Oui, alors je laisserai après la parole à Madame Astruc. Je vais revenir sur deux points, notamment les arbres
Et alors, je vous confirme que que les arbres privilégiés sont ceux qui développent le moins de pollen depuis plusieurs années. Et je vais là confirmer vos propos. Je souffre aussi d'allergies. Alors moi, c'est la période, c'est pas les mêmes essences d'arbres, c'est juin, juillet, et je vous confirme qu'effectivement, c'est un vrai problème qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, car je confirme qu'il y a un vrai problème. Enfin voilà, on annule des dîners, c'est compliqué au travail, d'aller travailler avec des yeux, voilà. Je vous le confirme. Donc je sais qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits de ce côté-là, et moi-même, je suis assez vigilant sur ce sujet, parce que j'en pâtis comme vous, pas sur la même période, mais sur une autre période. Madame Largillière, concernant le square Garibaldi, alors je vais parler un petit peu du square Cambronne, même s'il n'est pas sur ce conseil de quartier, il est effectivement, je le disais tout à l'heure, en face du square Garibaldi. Je vais juste revenir sur ce que vous disiez concernant le square Cambronne. La pelouse n'est pas autorisée aux chiens. Les chiens sont autorisés, tolérés, tenus en laisse dans le square Cambronne. Il s'avère qu'effectivement, depuis, j'insiste bien dessus parce qu'il y a un vrai débat, notamment sur le quartier Cambronne-Garibaldi, donc tolérés s'ils sont tenus en laisse. Mais un chien n'a pas à être lâché dans le square Cambronne. Je vous parle de ce qui est dans les faits, dans la réalité. Il y a une différence, et d'ailleurs, nous sommes penchés sur le dossier des chiens dans le square Cambronne. En ce qui concerne le square Garibaldi, effectivement, il y a un côté minéral, contrairement à l'autre square qui a une pelouse. Je sais, pour en avoir parlé plusieurs fois avec vous, que vous souhaitez développer les pelouses au maximum, très bien, et que vous êtes plus réservé sur les massifs de fleurs. On va dire ça comme ça, on en a parlé plusieurs fois. Moi, je trouve que les pelouses, il y a des Parisiens qui préfèrent les pelouses, des Parisiens qui préfèrent les massifs de fleurs. L'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi le charme de Paris. Tout le monde doit y trouver ce qu'il souhaite, et moi je trouve très bien qu'il y ait des parcs avec plus de fleurs et des parcs peut-être avec plus de pelouse, des parcs où c'est plus mélangé. Je sais qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue, vous avez le vôtre et je le respecte. En tout cas, on ne peut pas mettre des pelouses partout, il faut aussi respecter les massifs de fleurs. Voilà, pour répondre sur ce sujet. Merci. Oui. Je vais revenir sur l'espace canin qui, du coup, au square Cambronne, il y a à l'étude un projet, en fait, d'agrandir le square Cambronne sur la partie avenue de Lovendal, et en déplaçant les grilles, et de créer un espace fermé, de manière à ce que les chiens, suffisamment loin des habitations, de manière à ce que ceux qui ont des fenêtres qui donnent directement dessus n'aient pas de problème de nuisance avec nos amis les chiens. Et en même temps, il y avait cette nécessité, car certaines personnes, parfois, voyant des chiens lâchés, ont peur d'aller dans le square Cambronne. Et pourtant, les chiens ne devraient pas être lâchés dans ce square, mais c'est un fait. Voilà, le but est que tout le monde puisse cohabiter, donc on vous l'annonce un petit peu en avant-première. Il y a un projet à l'étude, j'en dirai pas plus pour le moment car ça reste à l'état de projet, et surtout le square Cambronne, encore une fois, n'est pas dans ce conseil de quartier-là. Merci beaucoup. Madame Mastruc, sur le pollen, peut-être, si vous avez rapidement. Ah oui, sur le pollen, effectivement, madame, vous avez tout à fait raison. Il y a des essences d'arbres qui sont très allergisantes pour les riverains, pour les usagers. Alors c'est vrai que c'est des données qu'on prend en compte quand on fait nos plantations d'arbres. Donc ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est qu'on prône aussi la diversité, parce que malheureusement, on se rend compte que de nombreuses essences maintenant sont sujettes à des maladies. Vous avez la graphiose de l'orme, vous avez la calarose du frêne. Enfin, il y a beaucoup maintenant de maladies sur les arbres. Ça nous attriste beaucoup. Et on essaye maintenant dans nos plantations d'essayer de diversifier les essences pour que s'il y a une maladie, un parasite qui affecte une essence, d'autres qui ne sont pas de la même essence soient là et continuent à apporter ombrage, rafraîchissement. Et on est sensible, effectivement, vous parliez du RNSA, oui, c'est un réseau qu'on connaît très bien et qui nous donne des informations sur les plantes allergisantes. Donc on sait, par exemple, voilà, le bouleau, c'est un arbre qui est très allergisant, donc on va essayer, si on en met au titre de la diversité, on va essayer d'en mettre peu, d'en mettre pas à proximité des zones qui sont directement au contact des riverains. Donc ça fait partie
vraiment des enjeux qu'on intègre dans nos plantations d'arbres. Merci beaucoup, Madame Astruc. Une dernière question pour on a encore le point d'information sur le PLU. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui, ma question s'adresse directement à Laurent, peut-être, je ne sais pas. Notre arrondissement est le plus vert de Paris. Et je voudrais savoir s'il existe un dispositif qui permette aux habitants de s'impliquer dans cet élan de végétalisation impulsé par notre maire et par la mairie du 15e. Oui, alors je confirme vos propos. Là, c'est le 15e est l'arrondissement le plus vert, après le 16 et le 12e, qui, eux, bénéficient du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Même bois mis à part, le 15e est bien l'arrondissement le plus vert. Il y a différents process, notamment mis en place par la DEV. En fait, à chaque fête de quartier, justement, des plantes, ou très régulièrement lors des fêtes de quartier, des plantes sont offertes aux habitants de manière à leur apprendre à cultiver, enfin, et à fleurir. Voilà. Il y a différents... le maire du 15e a toujours été sur végétaliser, tant que c'est fait intelligemment. Enfin, ça a été l'une de ses feuilles de route. Mettre des arbres là où c'est possible, tant que c'est fait, et encore une fois, intelligemment, ça a toujours été la feuille de route qu'il m'a donnée. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous, il y a des espaces où vous voyez des espaces où on peut mettre des arbres ou végétaliser, n'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse mail et je reviendrai et on pourra en débattre. Sur les dispositifs, il y en a d'autres sur la végétalisation. Alors, il y a un dispositif qui va être mis en place plutôt par la mairie centrale et sur les végétalisations des cours d'immeubles. Il y a différents dispositifs. On pourra en parler et voir ce qu'il est possible de faire dans le cadre même d'aider votre association. En tout cas, voilà, on est à votre écoute si vous avez des idées d'endroits pour végétaliser et même lors des travaux, hein, voilà, moi, lors des travaux dans les squares ou ce genre de choses, je suis à votre écoute. Si vous voyez des dysfonctionnements, il y a aussi les courroisis, effectivement, le maire me le rappelle, dans les écoles. Il y a différents moyens de végétaliser. Il y a un véritable enjeu sur la végétalisation, c'est ne pas perdre dans les villes, ne pas perdre l'eau de la pluie et le béton ne favorise pas la pénétration dans les sols de ces eaux. Donc il faut végétaliser, encore une fois intelligemment, mais végétaliser au maximum de manière à ce que l'eau puisse rentrer dans le sol. Voilà. Bien. Merci Monsieur Ragapé. Nous avons un dernier point d'information, on a juste le temps de le traiter. Donc je passe la parole à Monsieur Semel avec les slides de présentation. Oui, donc effectivement, les conseillers de quartier, dans leur réunion préparatoire, ont souhaité qu'un point soit fait à cette étape de révision du PLU, puisqu'on entre dans la dernière phase de ce processus que certains d'entre vous, associations, habitants, suivent avec attention donc depuis presque 4 ans. C'est en effet un sujet d'une grande importance, structurant. Donc je ne rappellerai que très brièvement ce que c'est que le PLU, peut-être pour ceux qui sont nouveaux dans ce conseil de quartier. Donc c'est un document stratégique qui fixe des orientations d'aménagement et d'urbanisme pour 15 ou 20 ans. Le PLU qui est actuellement en vigueur a été adopté en 2006. Et celui dont nous discutons, qui est en cours de révision, eh bien, cette révision a été engagée en 2020. Donc c'est un document qui s'imposera, comme celui qui est actuellement en vigueur s'impose, à l'instruction de l'ensemble des permis de construire, de démolir, d'aménager et autres déclarations préalables. Donc, alors, tout récemment, le Conseil de Paris a arrêté un projet, c'est-à-dire qu'il a figé dans son état actuel le projet de PLU, après toutes les étapes que certains d'entre vous certainement ont suivies, avec des réunions en mairie du 15e notamment, différents ateliers.
La prochaine étape, qui commence dans quelques semaines, c'est une enquête publique. Elle commencera le 8 janvier et se terminera le 29 février. Donc elle sera relativement brève. Et donc la demande des conseillers de quartier, tout à fait légitime, c'était de savoir comment les habitants pourront participer, selon quelles modalités. Alors, selon la loi, une enquête publique donc, est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignée par le tribunal administratif. En l'occurrence, c'est une commission d'enquête. On l'a su il y a quelques jours, donc, qui sera composée de 12 membres, donc un président et 11 commissaires enquêteurs, qui vont assurer une présence dans les mairies d'arrondissement à des dates qui seront rendues publiques, évidemment. Donc, il y a une procédure présentielle qui permet aux habitants de venir consigner leurs observations sur le registre tenu par le commissaire enquêteur. Et il y a aussi une procédure dématérialisée, donc, qui permet sur Internet de faire ces observations, là aussi sur le PLU. Donc, la loi fixe une durée minimale de 30 jours pour une enquête publique. Là, donc, elle est un petit peu plus longue, mais pas tellement plus, 45 jours environ pour cette révision du PLU. À l'issue de cette enquête, eh bien, la commission d'enquête rédige un procès-verbal de synthèse. La ville de Paris produira un mémoire en réponse. Et la commission d'enquête, finalement, remet un rapport d'enquête assorti d'un avis, qui peut être un avis favorable, un avis défavorable ou un avis favorable avec réserve. Donc, sur le calendrier que j'ai esquissé il y a quelques instants, je redonne les dates. L'enquête publique du 8 janvier au 29 février. Donc, toute personne pourra venir en mairie d'arrondissement déposer ses observations dans le registre numérique ou sur registre papier, et également écrire au président de la commission d'enquête, directement, s'il le souhaite, au siège de cette enquête, qui en l'occurrence sera la mairie de Paris-Centre, donc l'ancienne mairie du 3e arrondissement. Après l'enquête publique, donc à partir du 1er mars 2024, ce sont les étapes que j'évoquais. Donc la commission d'enquête rédige son PV, la ville produit son mémoire en réponse, puis la commission rend son rapport final, rapport d'enquête avec des conclusions motivées. Et enfin, mais ça interviendra plusieurs mois après, le PLU éventuellement modifié par la ville de Paris, après avoir lu, tenu compte éventuellement des observations des habitants, le PLU doit être définitivement adopté par le Conseil de Paris à une date qui est actuellement provisoirement fixée au 16 décembre 2024 pour une entrée en vigueur un mois plus tard, au 15 janvier 2025. Donc voilà le calendrier qui est rappelé de manière un peu plus, voilà, peut-être facile à comprendre. Enquête publique, janvier-février. Rédaction de la synthèse, mémoire en réponse, ensuite mars-avril. Toutes les observations sont traitées par les services de la ville de Paris et ensuite eh bien, jusqu'en novembre-décembre. Approbation éventuelle par le Conseil de Paris en décembre. Entrée en vigueur avec un PLU opposable à partir de janvier 2025. Alors, un site spécial sera mis en ligne, dont l'adresse est là. Alors, je laisserai cette slide à la fin de la réunion pour ceux qui veulent aller photographier cette slide ou la recopier. Donc, un site pour l'enquête publique, sachant qu'il existe déjà évidemment un site internet pour le PLU en cours de révision, sur lequel vous pouvez consulter les milliers de pages de ce document avec l'ensemble des annexes. Donc voici d'ailleurs un aperçu. Attention à ne pas confondre, on peut se tromper évidemment, la partie du site de la ville de Paris qui concerne le PLU actuellement en vigueur et le nouveau PLU en cours d'élaboration. Alors, s'agissant du quartier duplex La Motte-Piquet, donc on y a réfléchi avec les conseillers de quartier. Évidemment, il n'y a pas ici des représentants de la direction de l'urbanisme, parce qu'il y a 134 quartiers à Paris et ils ne peuvent pas répondre sur chaque adresse sur ce qui est prévu. Néanmoins, l'idée a été d'abord d'afficher à la sortie de cette salle un grand plan du quartier duplex La Motte-Piquet sur lequel apparaissent l'ensemble des prescriptions, c'est-à-dire l'ensemble des intentions de la ville de Paris, rue par rue, éventuellement parcelle par parcelle. Donc je vous laisserai, si vous êtes intéressé, consulter ce qui éventuellement est envisagé par la ville dans votre rue, sachant que dans ce quartier, les choses sont un petit peu plus simples que dans le quartier voisin et Meuriozola, pour lequel il y a tout un chapitre du PLU qui est spécifique à Beaugrenelle. Ici, donc, on a deux types de prescriptions essentielles qui concernent duplex La Motte-Piquet. Ce sont des emplacements réservés pour le logement social. Donc il y a une quinzaine d'adresses que la ville souhaite ajouter à celles qui existent déjà
pour de la création éventuelle de logements sociaux, et puis ce qui s'appelle des espaces verts protégés. Donc là aussi une quinzaine d'adresses. Donc ce sont des jardins, éventuellement dans des copropriétés, des résidences qui deviennent protégées, c'est-à-dire qu'un permis de construire devra tenir compte de ces espaces de pleine terre et a priori ne pourra pas les remettre en cause. Donc à la sortie de cette salle, il y a ce plan, et on a aussi fait une extraction des annexes du projet de PLU avec toutes les adresses qui concernent le quartier duplex Amod-Piquet. Donc c'est-à-dire les emplacements pour logement social et puis les espaces verts protégés. Le reste, ce sont des dispositions générales qui s'appliquent à toute la ville de Paris. Mais voilà ce que je pouvais vous dire, en vous signalant aussi, parce que je sais que le front de Seine, évidemment, est réparti entre les deux quartiers. Il y a une partie qui se trouve duplex Mode-Piquet et une grande partie Emerio-Zola, que le conseil de quartier Emerio-Zola a aussi inscrit ce sujet à l'ordre du jour et qu'on aura certainement l'occasion de le traiter le 1er décembre à l'école maternelle Zola de manière plus approfondie, parce que, comme je le disais, il y a tout un chapitre qui s'appelle l'OAP Front de Seine qui mérite qu'on s'y attarde encore davantage. Donc voilà un aperçu du plan que vous verrez là-bas. Donc il faut vraiment s'approcher pour voir rue par rue ce qui est prévu. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci. Ou des questions diverses éventuellement. Merci, Monsieur Semel. Donc, oui, allez-y, prenez le micro. Je vais remercier Monsieur Semel. J'avais été beaucoup demandeur lors de la réunion préparatoire. Monsieur le maire étant là, je peux rappeler un engagement qui a été pris par au conseil d'arrondissement, par l'exécutif et par la prise de parole à l'époque de Madame de Clermont-Tonnerre, adjointe à l'urbanisme. La proposition qui était faite, c'est qu'au moment où s'ouvrirait l'enquête publique, l'engagement avait été pris que chaque conseil de quartier pourrait discuter du PLU sur son quartier, et deuxième engagement, qu'il y ait un support papier, puisque beaucoup qui avaient voulu participer à la concertation n'avaient pu le faire que par voie électronique. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas répondu à cette demande de concertation parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, les habitants n'ont pas tous la possibilité d'utiliser l'électronique. Donc si support papier et le commissaire enquêteur largement à la disposition des gens, je pense que là maintenant on aura obtenu satisfaction. Moi, après vous, Monsieur Semel, moi je veux insister auprès du public. C'est un document important. Il est stratégique, comme a dit Monsieur Semel, et franchement, chaque personne devrait s'en mêler. D'abord pour son quartier, puisque les espaces protégés et tout concernent l'intérêt général, mais il y a aussi les problèmes particuliers. Et donc, quand le PLU est adopté, les règlements d'urbanisme peuvent changer, et si tout d'un coup vous avez une construction à côté de chez vous qui ne vous plaît pas, si les règlements d'urbanisme le permettent, vous n'avez aucun recours. Donc, vous avez intérêt à aller regarder ce qui se passe dans votre rue, dans votre immeuble, par rapport justement à ce qui est préconisé. Donc, moi, j'insiste. Les gens pensent que c'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas difficile de comprendre, quand on a une rue et qu'on habite telle rue, d'aller voir le commissaire enquêteur et de poser la question. Il est là pour ça. Il est là pour répondre aux questions. Donc, moi j'insiste pour que vraiment, dans le public, on s'implique. Merci beaucoup, Madame Baudot. Monsieur Audierne ? Oui, alors, je voulais vous remercier, Monsieur Semel, des documents que vous nous avez fait suivre. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu indigestes. Et en fait, on ne sait pas trop quelle position on doit prendre. Est-ce que dans les documents, on doit les éplucher pour se dire, tiens, en bas de chez moi, ils vont construire des logements sociaux, et donc je répondrai non à l'enquête. Enfin, comment on aborde ça, en fait? Avec quelle procédure on peut regarder? Parce que moi, j'ai imprimé quelques pages. Alors, il y a des pages d'information. Enfin, moi, je découvre des bâtiments. Oui, vous avez dit les plans. Il y a la date de construction et tout. Enfin, c'est riche, c'est intéressant. Ouais. Je ne pense pas que ce soit la partie qu'il faut regarder quand même complètement. Donc, comment on aborde le sujet avant de voter? Il n'y a pas de vote. Non, mais de consulter, de répondre à l'enquête. De répondre à l'enquête. Je vous passe la parole. Je ne sais pas si j'ai rien à dire.
Juste en complément, effectivement, les documents que nous avons eus par M. Semel sont d'une richesse extraordinaire. Et surtout, l'habitant et l'habitante que je suis n'a aucune information, a toujours reculé depuis 1 an devant les milliers de pages qui s'offraient à elle, qu'elle n'arrivait pas à savoir par quel bout il fallait les prendre. Et que là, on a, grâce à vous, et je pense que ça, il faudrait faire de la pédagogie avec les habitants du 15e, c'est de leur mettre à leur disposition ce type de document voilà, dans votre quartier, voilà quel est l'usage prévu pour telle rue, etc. Parce que du coup, ça devient concret pour nous tous, alors que ça ne l'est pas aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Oui, exactement. Alors, effectivement, on a tous fait le constat de cette difficulté à parler du PLU et associer le maximum de gens à ces sujets qui sont très importants. Donc, on a demandé à la ville de Paris, je crois que c'est le premier arrondissement qui le fait, d'abord d'avoir ces grandes cartes que nous avons reçues il y a quelques jours. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être que tous mes collègues adjoints de quartier puissent faire peut-être la même chose dans leur quartier. Sur la question de Madame Louvard, comment répondre, ou plutôt de Monsieur Audierne, quelles observations faire? Eh bien, là, vous avez des listes, par exemple, d'espaces verts protégés. Donc, il y a une vingtaine d'adresses dans le quartier. Si vous pensez que tel endroit a été omis, ça peut être une proposition. Je sais que vous êtes sensible au patrimoine. Le PLU peut intégrer aussi des protections patrimoniales spéciales. Vous verrez sur le plan du quartier, par exemple, il y a une grande partie du linéaire du boulevard de Grenelle qui est protégée par une hauteur, c'est-à-dire qu'il y a des surélévations qui ne sont pas possibles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Toutes les opérations peuvent être portées sur le registre du commissaire enquêteur. Et sans doute la réponse à votre question aussi, parce que c'est vrai qu'entrer dans ce document est extrêmement complexe, et le faire avec l'appui des associations dont vous faites partie, les Amis du Champ de Mars. À Beaugrenelle, il y a plusieurs associations qui ont beaucoup agi sur le PLU, dont le comité de défense de Beaugrenelle, mais aussi d'autres. Donc voilà, quelques éléments de réponse. Oui, c'est un document très important, et Madame Baudot a raison de le souligner et de citer à la participation de chacune et de chacun. Mais comme chacun des quartiers de notre arrondissement fait 25 000 habitants et qu'il y en a 10, il est bien évident que nous ne pouvons pas transférer ces documents à l'ensemble de la population, parce que nous n'avons aucun budget communication, comme je le disais. Donc c'est déjà un effort considérable que nous faisons en informant les conseillers de quartier de ces documents. Mais il faut essayer, oui, de suivre les débats. Alors il y a déjà eu beaucoup de débats, aussi bien au Conseil de Paris qu'en Conseil d'arrondissement, à différentes étapes de la préparation de ce PLU qui va dessiner la ville de Paris pour les 10 à 15 prochaines années quand même, comme c'était le cas pour le PLU qui est actuellement en vigueur, qui a dû être voté en 2006. C'était à l'époque de Lanoé. Vous voyez, 2006, le PLU actuellement en vigueur, là, 2023. Donc le prochain, ce sera dans 15 ans. C'est très important parce que quel est le souhait des habitants? Plus de végétalisation, plus de logements sociaux, quelle hauteur? Est-ce qu'on veut des tours, pas de tours, protéger du patrimoine ancien ou pas? Enfin, ce sont des sujets essentiels. Alors, forcément, ce n'est pas les habitants qui vont décider tout seuls de tout ça, mais participer à l'enquête publique, c'est très important pour le rapport du commissaire enquêteur qui sera essentiel pour les décisions ensuite qui seront prises par la municipalité, parce qu'encore une fois, c'est la ville de Paris aussi, en tenant compte d'un certain nombre de règles quand même et de contraintes, qui votera en Conseil de Paris le PLU à venir dans quelques mois. Je ne sais pas si c'est prévu. Bref. Donc, comment 16 décembre 2024, voilà, c'est ça. Donc, c'est très bientôt quand même. Donc, vraiment, il faut participer avec les adresses électroniques que tu peux peut-être repasser, que nous avons montrées. Voilà. Il y a actuellement 20% de logements sociaux dans le 15e. La loi, c'est 25%. Donc, on monte. Je sais qu'à la ville, certains veulent monter à 40%. Est-ce qu'on veut plus d'espaces verts à la place? Est-ce qu'on veut des rues arborées? Est-ce qu'on veut des immeubles qui respectent des règles de hauteur et de conservation du patrimoine? Enfin, c'est vraiment la ville dans laquelle vous vivez qui va être redéfinie grandement par ce PLU. Donc vraiment, on peut vous inciter à y participer. Merci, monsieur le maire. Écoutez, il est 21h, donc nous avons des contraintes. En tout cas, merci à tous d'être venus.
Je pense que ce conseil a été très riche. Et merci à tous les intervenants et à vous tous. Bonne soirée.